Bonjour tout le monde, ici Critflix, votre podcast préféré sur l'actualité de vos écrans. Bon, j'exagère un petit peu, mais en tout cas c'est notre objectif pour 2023, devenir pour vous un rendez-vous régulier, mais surtout une référence à écouter pour tout savoir de ce qui se passe au cinéma, à la télévision et sur les plateformes. Alors, avant de vous expliquer tout ça, il est d'abord de bon ton de présenter mon acolyte habituel, le pro du programme télé et des audiences, David Saint-Nazaire. Comment vas-tu mon cher David ? Commences-tu correctement cette nouvelle année ? Eh bien écoute David, ça va très très bien, surtout après les 2 excellentes émissions de Noël qu'on a fait. Tout à Vraiment, fait. je dois dire que j'ai adoré les faire et que j'ai vu qu'on avait eu plein de retours sur les réseaux, alors de proches ou d'anonymes, qui ont aimé ces émissions et partagé ma passion pour les films de Noël avec autant de monde cette année. C'était vraiment génial, donc ça ne peut aller que bien. Et le rendez-vous régulier de Critflix en 2023 m'enchante déjà d'avance. Ah bah moi aussi. D'ailleurs, je vais donc comme je vous l'ai expliqué, nouvelle année, nouvelle organisation. Nous aurons quelques news courtes, un sujet de fond qui changera chaque semaine et qui nous emmènera vers des réflexions, des spéculations, pour finir sur une partie cinéma à la télévision où nous vous parlerons des audiences principales de la semaine ainsi que des nouveautés à se mettre sous la dent via le petit écran. On commence tout de suite par nos news, c'est parti. Alors du coup on va commencer par ma news. Comment passer à côté, le nouvel Avatar est sorti ce 14 décembre 2022 après 10 ans d'attente, ou pas pour certains, mais en tout cas on peut dire qu'il a bien fait d'atterrir dans nos salles. En à peine 15 jours, il aura battu le premier au box-office, l'indétrônable Top Gun Maverick. Juste avant que ne retentissent les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre, le film de James Cameron était à 6,82 millions de spectateurs contre 6,67 millions atteints en plus de 6 mois par celui de Tom Cruise. Alors à l'heure où on vous parle, on a les chiffres entre le 28 décembre et le 4 janvier. Le film se situe vraiment entre 6,5 et 7,5 millions de spectateurs au 31 décembre pile poil. Un raz-de-marée phénoménal pour les petits hommes bleus qui ont fait revenir les gens en salle pour notre plus grand bien. Alors, tu l'as vu, toi, David, sans en dire trop, est-ce que tu penses que c'est mérité ? C'est maintenant 8 millions d'entrées. Alors déjà, j'ai vu les grands hommes bleus, parce que petits hommes bleus, ça fait un peu, je trouve. C'est vrai qu'ils sont un peu plus grands que les Schtroumpfs quand même. Et c'est vrai que moi, en 13 ans, j'avais eu le temps d'oublier le premier numéro. Je faisais partie de ces rares personnes, à l'époque, à ne pas avoir vraiment adoré le premier. J'avais passé un bon moment, mais bon, c'est un film que je n'avais jamais revu. Je n'ai pas acheté le Blu-ray, pourtant j'en ai plus de 700 à la maison. Et là, j'avoue que j'étais très moyennement motivé à aller voir le 2, puisque le premier ne m'avait pas marqué plus que ça. Surtout que je voulais absolument revoir le premier pour voir le 2. Et j'avoue que ma compagne à la maison m'a beaucoup poussé en me disant « Non, mais on va le voir, accompagne-moi ». Et en fait, je n'ai pas tenu ma résolution, je n'ai pas revu le premier. Et je me suis dit « Tant pis, je tente ma chance et je vais le voir ». Et je dois avouer que techniquement, je me suis pris une sacrée claque. Vraiment. Alors le fait que j'ai pas revu le premier était, je pense, comme un tout petit peu préjudiciable, parce que heureusement ma compagne était à côté de moi et me glissait de temps en temps. Tu te souviens, celui-là c'est le méchant, par exemple. Mais il faut dire que je l'ai vu en 3D et que je suis pas un très grand fan de 3D à la base. Au début j'étais hyper enthousiaste dans les années 2009-10 parce qu'il faut rappeler que c'était il y a quand même 13 ans, le premier Avatar, ça remonte. Et là j'avais pas vu de film en 3D, je crois depuis Solo. Et Solo, ça date de juin 2018 et la 3D avait été catastrophique sur ce film. Et j'étais un peu réticent, mais je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Et alors là, la 3D est incroyable. Vraiment. Alors, nous, dans notre salle mono-écran, on a une 3D très bonne, mais pas incroyable. Ouais, c'est pas respectable. Voilà, c'est très correct. Et à ce niveau-là, qui est pourtant pas le top du top de ce qui se fait en 3D, j'ai été bluffé. Et en fait, finalement, le scénario a presque été secondaire, même si je l'ai beaucoup aimé, bien qu'il y ait beaucoup de ressorts classiques, ça révolutionne pas le genre d'un point de vue scénaristique. Mais néanmoins, la technique et la 3D étaient tellement bluffantes que je n'ai pas vu passer les 3h15. Et pourtant, pour un film que j'avais pas spécialement prévu de voir, et sachant que le lendemain, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux version longue en 4h20, au début, j'étais pas très motivé à me mettre 3h15 dans un film qui me plairait peut-être pas tant que ça. Et en fait, voilà, vraiment, moi, mon avis, c'est que si je l'avais vu en 2D, je l'aurais beaucoup moins aimé, je pense, si je m'étais juste tenu aux images et au scénario. Mais là, la 3D a été un vrai plus. Maintenant, de là à dire que c'est mérité, bon, c'est vrai que j'ai vu des films qui m'ont beaucoup plus plu en 2022 quand même. Je pourrais citer The Batman, par exemple, que j'ai vraiment adoré, Coupé, La Nuit du 12. Genre, j'adorerais que ces films-là fassent aussi 8 ou 9 millions d'entrées. Mais quand même, je trouve que c'est
très très qualitatif visuellement, et surtout, ça apporte beaucoup de bonheur aux gens, et ça en cette période d'inflation, de guerre en Ukraine, on sait pas de quoi demain sera fait, et ben franchement, voir des gens sortir pour la séance en 3D, on peut le dire, la salle était pleine à 95%, il restait presque plus de place. Et tous les gens étaient super ravis à la fin. En plus, c'était entre Noël et le jour de l'an, donc une période de l'année où on a quand même envie d'être un peu plus heureux, où il y a plus de chaleur humaine entre les gens. Donc c'est un souvenir excellent. Le côté phénomène technologique a amené quand même beaucoup de monde, hein, faut le dire, hein, ça c'est sûr. Mais après voilà, bon, les gens sont quand même très contents de l'histoire et du côté action, donc dans tous les cas, ça reste quand même un film à aller voir au cinéma et il atteindra très certainement les 10 millions d'entrées. Sans doute, ouais. Dans tous les cas. La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la naissance et après la mort. C'est ici notre maison. J'ai besoin de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte. Le cœur plein de courage. On passe tout de suite à ta news, toi mon cher David, tu vas nous parler aussi d'une grosse saga, quelque chose qui a marqué les esprits depuis presque 50 ans maintenant. Ta news va concerner un héros qui ne meurt jamais, ou presque jamais, puisque James Bond a peut-être enfin trouvé sa prochaine incarnation. Alors il faut rappeler que depuis 2006 jusqu'en 2021, pendant 15 ans, c'est Daniel Craig qui a tenu la corde, cet acteur que vous n'avez sans doute pas oublié, qui a incarné James Bond dans Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et No Time to Die très récemment, et effectivement, plusieurs rumeurs enflent depuis quelques semaines sur le nom du futur successeur de Daniel Craig, mais il semblerait qu'un acteur tienne la corde. On en parle beaucoup dans les médias depuis plusieurs jours, il s'agit d'Aaron Taylor-Johnson. Alors, qui est Aaron Taylor-Johnson ? Vous le connaissez peut-être, sans doute, même si vous êtes amateur de blockbusters américains. Il a été connu dans le diptyque que personnellement j'adore, Kick-Ass de Matthew Vaughn, un film de super-héros déjanté, multi-référencé. Le deuxième est un petit peu moins bien que le premier, mais vraiment j'ai les Blu-ray, je les ai découverts vraiment par hasard ces films. Le premier je l'ai pas vu en salle puisque j'avais acheté le Blu-ray pas cher d'occasion, me demandant ce que ça allait être, et puis au final j'ai adoré, j'ai couru voir le 2 en salle. Il a été le rôle principal dans Godzilla version 2014. Oui, faut rappeler qu'il n'est pas revenu après dans les autres films de la franchise, il a été que dans le premier Godzilla. On l'a vu en tant que Vif Argent aussi, Quicksilver, chez Marvel, mais côté MCU. Donc, spoiler alerte, il meurt dans Age of Ultron, donc en fait on le voit seulement dans ce film-là, alors qu'on avait un autre acteur qui jouait Quicksilver du côté de la Fox. Et il ne revient pas d'ailleurs dans la série WandaVision, c'est pas lui qui revient, c'est un autre acteur qui fait et effectivement, on a cet acteur qui commence à avoir une certaine assise. On peut rappeler qu'il a été récompensé pour son rôle dans Nocturnal Animals de Tom Ford, un film que moi personnellement j'avais beaucoup aimé, et qu'on l'a vu très récemment dans Tenet ou dans Bullet Train. Et qu'est-ce qui fait qu'il est aujourd'hui le favori pour reprendre le rôle de James Bond ? Eh bien c'est simplement qu'il a rencontré la papesse de chez MGM, la productrice principale de James Bond, Barbara Broccoli. Qui est-elle ? C'est tout simplement la personne qui va choisir le futur James Bond. Il semblerait que une rencontre ait eu lieu en fin d'année dernière, qu'ils se soient rencontrés, qu'il ait fait quelques tests. Alors ça, évidemment, tout est encore au conditionnel, mais visiblement, la réunion se serait très très bien placée, et la productrice l'aurait placé en tête de ses acteurs favoris pour reprendre le rôle. Alors, en fait, il coche à peu près toutes les cases. C'est un Anglais, déjà, c'est important. On sait que vraiment, on tient à ce que James Bond soit anglais ou australien, enfin un pays du Commonwealth, australien, néo-zélandais, canadien, ça passerait. Homme ou femme, peu importe, mais la priorité, c'est vraiment la nationalité. Et il y a aussi un gros argument qui joue pour lui, c'est son âge. Ça va nous faire mal au cœur, David, mais James Bond sera plus jeune que nous, puisqu'il est né en 1990, Aaron Taylor-Johnson. Il a 2 ans de moins que nous. Il a 2 ans de moins que nous. Et ça, c'est un gros argument positif pour lui. Et c'est l'argument qui a disqualifié mon favori préféré. Vraiment, je rêvais que ce soit Idris Elba. Il a tenu la corde pendant des années. J'adore cet acteur, je trouve qu'il a un charisme monumental. Surtout que l'incarnation dans Luther est vraiment de très bonne qualité. Incroyable. C'est vrai que ça aurait fait un très bon James Et même, Bond. j'ai vu Beast il y a peu de temps. Alors, ça a été un gros flop au box-office.
je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, ce film. Je sais qu'il a eu de très mauvaises critiques, mais même dans un film moyen, je trouve qu'il irradie de sa présence, il a un charisme de dingue. Et en fait, on nous explique que il vient d'avoir 50 ans, il aura même 51 ans en 2023. Faire plusieurs films, c'est Et compliqué. du coup, en fait, voilà. En tout cas, chez le producteur, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir avoir un acteur plutôt jeune. Idris Elba, il serait parfait comme James Bond de transition, à la limite, il pourrait en faire un ou deux, puisqu'il est à peine plus jeune que Daniel Craig, mais Aaron Taylor-Johnson, effectivement, lui, étant vraiment plus jeune, le studio, lui, aimerait voir à moyen terme, à 10-15 ans, à peu près sur la même durée que Daniel Craig. Il faut rappeler que Daniel Craig avait 37 ans quand il a commencé dans Casino Royale. Donc là, Taylor-Johnson aurait 5 ans de moins. Maintenant, un argument qui joue un peu contre lui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui embête les producteurs et pour lequel je n'avais pas fait spécialement attention, c'est qu'ils le trouvent presque trop connu. Les incarnations précédentes, c'était plutôt des acteurs qui sont devenus connus grâce au film. Daniel Craig, on l'avait vu dans plusieurs films à l'époque, il avait eu des petits rôles, mais vraiment il a explosé avec James Bond. Ça a été le cas aussi de Pierce Brosnan précédemment. Et là, c'est vrai que ils auraient presque préféré faire émerger quelqu'un de nouveau. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques jours, vous avez peut-être entendu parler de Lucien Laviscount, qui joue Alfie dans Emily in Paris. Ça, je le tiens d'internet parce que j'ai jamais regardé Emily in Paris. Et il serait lui le deuxième favori. Et il aurait cet avantage d'être beaucoup moins connu du grand public. Donc, affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que le dernier James Bond avait été un énorme carton et c'était mérité. Pour moi, c'est un des meilleurs de la saga, No Time to Die. Et c'est vrai que du coup, on a vraiment pas envie de se planter du côté des producteurs de James Bond pour cette prochaine incarnation. On rappelle que si jamais il n'était pas le prochain James Bond, vous pourrez quand même retrouver Aaron Taylor-Johnson au cinéma très prochainement, et notamment dans le Sonyverse des super-héros, puisqu'il va jouer Kraven le chasseur, l'ennemi de Spider-Man dans le film Kraven, qui pour l'instant est prévu le 4 octobre 2023. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une belle carrière qui s'offre à lui, c'est vrai que c'est un acteur que j'apprécie plutôt bien, donc mon avis est plutôt positif, même s'il va falloir que je digère le fait que ce soit pas Idris Elba, parce que vraiment je l'aurais trouvé parfait dans ce rôle. Mais c'est vrai qu'il y a intérêt à pas se planter parce que ça va être un reboot, un véritable. Bon, je suis désolé pour le spoil, mais dans le dernier James Bond, malheureusement, James ne revient pas. Et c'est vrai que repartir sur un vrai départ, en fait, puisque Daniel Craig avait recommencé un petit peu la saga avec Casino Royale, mais c'est vrai que la ligne était quand même déjà un petit peu plus faible au niveau de la tranche d'âge entre c'était Pierce Brosnan du coup et lui, donc c'est vrai qu'on avait peut-être encore un petit peu de mal à avoir ce reboot comme un véritable recommencement, alors que là c'est vrai que si l'acteur est très jeune, ça peut être très intéressant, une nouvelle dynamique dans James Bond. En tout cas c'est vrai que moi je serais très content de voir Aaron Taylor-Johnson dans James Bond, mais l'argument de il est peut-être un peu connu, ça peut peut-être en bloquer finalement certains. Ouais, moi j'avoue que ça m'a surpris parce que j'avais jamais fait spécialement attention et que ce soit vraiment un critère. Maintenant la réponse devrait intervenir assez vite, sans doute au printemps, parce que effectivement c'est un acteur très demandé, il a d'autres tournages en cours, donc si ça se fait, il va falloir les planifier, puis il va falloir aussi planifier sur le temps, c'est-à-dire peut-être un tournage en 2024, on va dire, puis 2027, puis 2030, et donc ça va être planifié vraiment longtemps à l'avance, donc ils vont essayer de le dévoiler très vite, et en tout cas les premières fuites qui sont sorties ces derniers jours semblent vraiment tendre vers lui, mais qui sait, peut-être qu'on aura une surprise. L'avantage d'avoir des acteurs moins connus, c'est aussi d'avoir des plannings moins remplis. Ça leur permet d'avoir des acteurs qui sont peut-être plus à disposition pour tourner de façon plus facile. Et puis sans doute un contrat un petit peu moins élevé pour arriver à... Exactement. Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. Ce petit tour des news est terminé, on va passer à notre sujet de la semaine qui a marqué la toile de l'internet et ne manquera pas de la brûler si les fans n'ont pas ce qu'ils veulent. HBO Max n'a bientôt plus de diffuseur. D'ailleurs, il n'a plus de diffuseur à l'heure à laquelle on vous parle. Ils n'ont plus de diffuseur en France pour les séries, OCS n'ayant pas renouvelé le contrat d'accord entre eux et HBO Max. Ça veut dire qu'on dit au revoir à Game of Thrones, à His Dark Materials ou encore The Time Traveler's Wife. Il y a plein d'autres séries qui appartiennent à HBO Max. On a également House of Dragons qui était sorti il y a quelques temps, la deuxième saison étant prévue pour 2024. Alors il faut savoir que Prime par contre a un contrat en France avec Warner pour tout ce qui est licence DC Comics. Donc ça veut dire que par exemple les séries comme Peacemaker sont maintenant sur Prime Video depuis quelques jours et sont parties de la plateforme OCS, donc vous avez toujours la possibilité de voir certaines séries qui appartiennent à HBO Max sur d'autres plateformes comme Prime Video.
Ce qui est plus problématique, c'est la tant attendue série The Last of Us, attendue depuis des années maintenant, qui était censée sortir là ce mois de janvier, qui sort au mois de janvier là aux États-Unis, mais qui n'a toujours pas de diffusion prévue en France. Et c'est seulement la France, c'est partout ailleurs il sera diffusé. HBO Max a réussi à s'implanter partout en Europe et partout dans le monde, mais pas en France. D'ailleurs, je te le demande David, tout ça n'est absolument pas préparé, ma question n'était absolument pas prévue. Est-ce qu'on n'aurait pas entendu ça il y a quelque temps finalement, cette diffusion partout sauf en France? Alors c'est vrai que ça nous rappelle le tristement célèbre exemple d'Avalonia chez Disney qui a décidé de punir la France, entre guillemets, de sa chronologie des médias en le sortant directement sur Disney+, enfin punir la France, punir les cinémas français. Il faut noter qu'HBO Max, alors contrairement à Avalonia qui est sorti partout, n'est pas encore disponible complètement partout en Europe, mais c'est en train de venir petit à petit, et notamment une annonce a été faite là de l'arrivée en Belgique. Dans cette Belgique qui t'est chère, David, eh bien, si t'as envie d'aller faire un petit tour, voir des proches, tu pourras voir HBO Max là-bas, mais pas chez nous. Voilà, on essaye de trouver la meilleure solution chez HBO Max pour que ça puisse sortir en France. Il faut rappeler quand même que Warner a été racheté très récemment par le groupe Discovery, que c'est assez flou, hein, le futur de Warner, DC, HBO, tout ça mélangé fait une drôle de tambouille au niveau international. Et pour l'instant, effectivement, comme tu l'as dit, on a plein de programmes qui ont disparu. J'ai sous les yeux une liste quand même de 60 séries qui sont sorties du catalogue. Je rappelle quand même que, néanmoins, tout ce qui est sorti il y a moins de 2 ans est toujours sur OCS. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez voir, par exemple, les saisons 3 et 4 de Westworld, la première saison de House of the Dragon, elle est toujours visible sur OCS, ou alors The White Lotus, dont on a pas mal parlé il y a quelques temps. Mais c'est quand même énorme de se dire qu'il y a ce gros trou, entre guillemets, ces séries qui ne sont plus visibles. Alors, j'ai vu qu'un internaute, un tweetos, on va dire, s'était plaint en disant que il était scandaleux qu'en France, on n'ait plus aucun moyen légal de voir Game of Thrones, par exemple, qui est quand même la série événement, on va dire, ces 10 dernières années, enfin, une des séries qui a le plus marqué. Et quelqu'un lui a répondu avec humour, mince, j'ai acheté les Blu-ray, si ça doit pas être légal, je vais peut-être aller en prison. N'oublions pas, quand même, que même s'il n'y a pas les plateformes, il existe les Blu-ray. Alors, certes, c'est coûteux, surtout des saisons de séries, c'est plus cher que des films, il y a quand même pas mal de saisons, mais néanmoins, vous avez toujours possibilité d'acheter les Blu-ray de ces séries, mais elles sont vraiment... Enfin, toutes les séries ne sont pas sorties en Blu-ray, mais en tout cas, c'est le cas pour Game of Thrones, mais il y en a d'autres que tu as pas cité tout à l'heure, mais je pense notamment à Tchernobyl, qui avait beaucoup fait parler, qui disparaît. Band of Brothers, ça aussi, c'est une série culte quand même pour qui avait été beaucoup de diffusée gens. à la télévision... gratuite d'ailleurs, Band of Brothers. Ouais, exactement, c'était passé sur France 2 à l'époque. Moi, j'ai profité de OCS gratuit pendant le confinement pour découvrir True Detective, qui reste pour moi une des meilleures séries du catalogue OCS. Je sais qu'il y a Six Feet Under aussi, qui est très très culte pour beaucoup de gens. Ah, c'est HBO, aussi. Il y a Watchmen, on parlait tout à l'heure. Watchmen, pour l'instant, n'est pas prévu sur Prime non plus. Prime, il y a vraiment un tout petit catalogue qui migre. Il y a Peacemaker, je crois qu'il y a, je voudrais pas dire de bêtises, mais le spin-off de Pretty Little Liars, que j'ai pas connu à l'époque comme série, mais il y a un spin-off et qui va partir sur Prime, là, qui va sortir dans quelques temps. Mais surtout qu'en plus Netflix avait les droits sur le Arrowverse, c'est-à-dire que tout ce qui est Flash, Arrow, tout ce qui va être CW, la chaîne CW en fait, ça, les droits ont été partagés avec Netflix. Il y a la série Titans aussi, qui est sur Netflix et qui malheureusement n'est pas sur Prime, alors que ça c'est pareil, c'est une série qui est un peu floue, qui a été en partie financée par la plateforme à l'époque, qui était une plateforme, alors c'était pas HBO Max, c'était une plateforme spéciale Warner DC, mais aussi partagée avec Netflix, donc tout ça est très flou, comme tu le dis, il y a beaucoup de monde qui a financé énormément de choses chez Warner et chez HBO, et donc c'est très compliqué, je pense, d'avoir les droits d'un maximum du catalogue sans devoir débourser à droite à gauche. Alors, on va pas se mentir, le candidat le plus probable serait Canal+. Alors on sur parle un rachat de série, mais bon, après sur un catalogue aussi gros, je pense que ça demande énormément d'investissement, même si les séries sont anciennes. Je pense que les favoris, alors on parle beaucoup de Canal, mais avant toute chose de Prime, puisqu'Amazon a quand même un très gros portefeuille, même si vous avez peut-être lu dans la presse, enfin aujourd'hui, je dis aujourd'hui, au moment où on enregistre, on est le jeudi 5 janvier, il y a une annonce qu'Amazon va supprimer 18 000 postes à travers le monde, ce qui montre bien quand même que même si je crois que c'est le 3e plus gros employeur au niveau mondial, bon, ils sont aussi touchés par la crise actuelle mondiale. Mais c'est vrai que Prime pourrait être un racheteur potentiel. On a Canal qui pourrait peut-être accueillir la plateforme HBO Max comme ils le font pour Paramount+, c'est-à-dire que ça devienne une de leurs options. Et du coup, la question sur laquelle je veux rebondir, je sais pas si tu avais prévu d'en parler, c'est quid d'OCS ?
que va Oui. devenir OCS. Bah, on avait parlé déjà, alors je sais pas si on avait parlé en émission, on a peut-être parlé en off, que finalement OCS était aussi d'aller passer sûrement sous l'aile de Canal+, voire être racheté par Canal+, pour finalement, on va dire, disparaître complètement et voir son catalogue... Bah c'est ça, est-ce que OCS va continuer de vivre? Parce qu'il faut quand même pas oublier que OCS a les droits très tôt sur le cinéma de diffusion, parce que Orange est le deuxième plus gros contributeur du cinéma français derrière Canal+. C'est ça. Donc c'est ce qui permet à OCS d'avoir un catalogue assez important. Certaines personnes souvent se disent, mais à ce film, normalement, Canal, ils ont tous les films 6 mois après, pourquoi un tel ou un tel n'y est pas? Tout simplement parce que ils se partagent, on va dire, le gâteau avec OCS. C'est ça. Je pense par exemple à Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qui pourrait déjà être sur Canal, le tome 3 de cette saga légendaire, n'est-ce pas? Et en fait, il est sur OCS actuellement. Donc, point de vue cinéma, ils ont toujours ça, mais par contre, leur catalogue série, c'était essentiellement, pour ne pas dire pratiquement que du HBO. Ouais. Et c'est ce qui faisait que les gens étaient abonnés. Moi, j'ai jamais été abonné à OCS parce que j'ai beaucoup d'autres abonnements, mais j'ai un ami qui y est et qui regardait relativement peu de films. Il regardait vraiment toutes les séries HBO. Ouais. Et là, c'est vraiment problématique. Est-ce que ça va être racheté par Canal et que Canal va en faire une option? Finalement, OCS est déjà une option Canal. Oui. Ou est-ce que simplement OCS va être ravalé par l'option série et cinéma de Canal? C'est aussi une possibilité. Parce que là, vraiment, moi, je pense que la fuite des abonnés va être énorme. S'il n'y a pas une grosse baisse de prix, pourquoi rester... au même prix, enfin ce serait assez scandaleux, excusez-moi du terme, mais qu'OCS reste au même prix, avec quand même 60 intégrales de séries qui sont parties en quelques jours. Là, le basculement de l'année 2023, du 31 décembre au 1er janvier, a dû être assez compliqué. T'as les tarifs de OCS tout seul, tu sais à peu près combien ça coûte ou pas du tout? Alors je crois que c'est une dizaine d'euros. Ah oui, quand même. Une dizaine d'euros dans le canal, mais je suis pas certain. Ouais, donc si on est sur les mêmes tarifs qu'un Netflix ou un Prime Video par mois, ou même un Disney+, avec un catalogue bien moindre, c'est même plus intéressant, à 5-6 euros à la limite. Et encore, si on se retrouve avec des séries dont on n'a pas le début, parce qu'il manque les premières saisons qui sont sorties il y a plus de 2 ans, Is Dark Materials, par exemple, que moi j'ai commencé il y a quelques temps, je l'ai arrêté du jour au lendemain, parce qu'effectivement j'ai appris que j'aurais pas le temps de tout regarder, donc il y a énormément de monde. Il faut savoir que les premiers abonnements OCS sont apparus avec l'apparition de Game of Thrones, quand ils ont annoncé qu'ils auraient la série en plus 24, en H plus 24, en version sous-titrée, ça a amené énormément de monde à arrêter le téléchargement illégal et à partir vers les plateformes les plus classiques. Ouais. Donc là, c'est un danger aussi pour HBO de se retrouver avec des Français qui vont télécharger illégalement la série, c'est de l'argent en moins qui arrive aussi, puisque de toute façon, vous n'avez pas... Alors, selon les dernières informations que j'ai, on n'a pas la possibilité, même avec un VPN, d'avoir accès à HBO Max en France, parce qu'il faut une carte bancaire et un compte bancaire américain. D'accord. Donc, à moins qu'un autre pays donne plus de liberté à l'achat d'un compte ailleurs en Europe, il n'y a pas de possibilité pour les Français de voir légalement, même avec un VPN, The Last of Us. Je peux me tromper, je vous laisserai nous noter ça dans les commentaires sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, mais il me semble que de toute façon, à moins de regarder illégalement la série, ce ne sera pas possible de la voir avec un vrai compte HBO Max et un VPN. Donc c'est vraiment très compliqué pour les Français là, de se dire, bon ben qu'est-ce qui va se passer avec The Last of Us? On a jusqu'au 18 janvier, je crois que c'est le premier épisode sort dans ces eaux-là, le 18 ou le 24 janvier, en tout cas c'est fin janvier, pour trouver une solution, pour que la France puisse trouver une solution par rapport à ça. HBO reste quand même un mastodonte de la série et du film, hein, comme les, par exemple Paramount, hein, on se rend pas compte, mais Paramount+, le catalogue est énorme, et j'ai encore regardé tout à l'heure, je suis en train de regarder Jack Ryan sur Prime, et en fait c'est une production Paramount. Donc il est fort probable que d'un jour à l'autre, Paramount récupère les droits de Jack Ryan et qu'il y ait des séries par exemple qui disparaissent d'autres plateformes parce que Paramount Plus les récupère et vu que c'est relié à Canal, encore une fois, on s'en rend pas trop compte. C'est vrai que c'est une grande question ça. Moi je pense par exemple, j'ai regardé Halo sur Canal cet été, j'ai beaucoup aimé et je me dis la saison 2 est sur Paramount Plus, je suis pas sûr qu'elle soit sur Canal, du coup, enfin... Moi, j'ai pas l'option Paramount+, je l'ai vu sur Canal+ série, en fait. Et c'est vrai que c'est une vaste question. Et là, je rebondis sur ce que tu disais, je viens de regarder les tarifs d'OCS, c'est 10,99 par mois. Ah ouais, donc ça et 10,99, c'est quand même beaucoup plus que Disney+, c'est beaucoup plus que Prime. C'est un peu moins que Netflix, mais quand même, le catalogue Netflix, Dieu sait si je les critique assez souvent Netflix, mais je suis abonné, donc quand même. Et là, ça n'a rien à voir avec le catalogue OCS. Donc je pense vraiment que pour 10,99, il va falloir soit qu'ils baissent les coûts, soit qu'ils fassent un gros coup, soit qu'ils rachètent HBO Max, enfin les droits d'HBO, mais j'y crois pas du tout parce que il y a eu des négociations, elles ont échoué. On sait que parfois, là, souvent, il y a des chaînes qui menacent de quitter. Là, chez Canal+, il y a 6 chaînes qui menacent de partir, c'est les chaînes du groupe Warner.
Mais il y a des négociations et je pense qu'au bout d'un moment, elles risquent de revenir. Ça a été le cas avec les chaînes du groupe M6 en juin. On nous avait annoncé que Canal J, MCM allaient quitter Canal+ le 30 juin. Et puis en final, elles sont restées parce qu'à la dernière minute, il y a eu un accord. Elles peuvent pas vivre sans CanalSat. Alors CanalSat, ça n'existe plus, mais je trouve que c'est compliqué parce que quand on dit Canal+, vous voyez très bien ce que c'est. Mais si je vous dis Canal, c'est l'ancien CanalSat qui s'appelle Canal. Donc vous me permettrez de dire CanalSat, comme ça vous comprenez que c'est l'offre les chaînes satellite, et applications. Voilà, on va dire au-delà de Canal, au-delà de Canal+. Et je pense que ces chaînes-là, mais c'est le groupe Warner. Donc c'est avec. Moi je me demande si en sous-main, parce que les chaînes dont on parle là, c'est Toonami, c'est Boomerang, c'est toutes ces chaînes qui appartiennent à Warner, WBTV, Paramount Channel, et enfin bref, c'est. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de négociation entre Warner et Canal qui inclurait HBO Max, mais si HBO Max est trop cher, Canal dit ok, on retire vos chaînes. Je me demande ce qui se passe vraiment derrière, parce que là, théoriquement, ces chaînes-là, ça m'embêterait vraiment parce que Toonami, je regarde très souvent, et surtout la série Harley Quinn, c'est une de mes préférées. Et là, en janvier, il y a la saison 3 qui commence. Et si vraiment le 8 janvier, la chaîne s'en va, je vais pas être très content, chers amis de chez Canal. Donc j'espère que vous allez faire des efforts. Mais on sait pas. En fait, on n'est pas derrière, même si on adorerait être une petite souris pour savoir les négociations. Mais c'est sûr qu'il va falloir trouver une solution rapidement parce que il est toujours prévu qu'il y ait une plateforme HBO Max en France, qui sorte elle-même, mais ils ont dit à l'horizon deuxième semestre 2024. Donc c'est dans 1 an et demi, c'est très très long. Donc il va falloir avant qu'il y ait une solution et que les séries se retrouvent quelque part, mais si on se revoit régulièrement, je pense qu'on aura l'occasion de suivre ce feuilleton avec vous. C'est un sujet à mon avis qui va rester souvent encore longtemps dans les tuyaux, et puis surtout savoir que encore une fois, comme tu disais, ces chaînes n'existent pas toutes seules. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu vas dire, je vais aller payer Toonami 3 ou 4 euros par mois pour avoir des programmes... Ça existe, mais c'est... Voilà, on peut les trouver via Molotov, mais il faut s'abonner et payer. Ou alors dans les offres... dans les offres via Prime ou via les opérateurs de téléphonie sur les box SFR. Mais c'est 3, 4 euros mais par il faut mois toujours plus, rajouter, etc. Alors que Canal, c'est quand même une immense exposition parce que on se rend pas compte, on pense, nous peut-être nos générations, on consomme moins, quoique nous. Oui, mais le nombre de personnes qui ont des décodeurs chez eux, et des décodeurs et des comptes Canal, anciennement CanalSat ou anciennement TPS, et je pense à toute une frange de la population qui a plus de 45 ans, qui est pas forcément le premier consommateur de Toonami, mais je pense à TCM par exemple, cette chaîne cinéma vraiment hyper qualitative qui risque de disparaître le 9 janvier. TCM, s'ils s'en vont de Canal, je pense que leurs audiences ça va être une grosse dégringolade. Donc, on n'est pas derrière, on ne sait pas les négociations qui se passent. Moi, je sais que j'étais très très en colère en juin quand ils avaient annoncé la fin d'MCM, Canal J et le service Gullimax aussi. Donc c'était des chaînes du groupe M6 parce que j'aime beaucoup MCM. Ils passent souvent il y a les Simpsons. Ça, vous allez me dire qu'ils sont un petit peu partout ailleurs. D'ailleurs, ça pourrait être un des sujets télé prochainement parce que les Simpsons ont disparu de la grille de certaines chaînes du groupe M6 et certains disent que peut-être M6 aurait perdu les droits des Simpsons, ce qui serait un gros séisme puisqu'ils les ont depuis 2007 je crois. Et surtout qu'en plus les nouvelles saisons sont directement sur Disney+. Si je me trompe c'est pas. Ça. Oui, donc, c'est ça. Mais il y a aucun intérêt pour Disney à peut-être. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que j'avais énormément râlé quand j'avais su que le 30 juin ça allait s'arrêter et en fait ça s'est pas arrêté. Donc là mon haut le cœur, ma peur quand j'ai vu que ces chaînes-là allaient peut-être sortir, c'est un peu apaisé en se disant de toute façon ça peut se renégocier, mais pour HBO il va falloir je pense sortir quand même un sacré carnet de chèques, que ce soit Amazon, Canal ou d'autres acteurs. Oui, ils savent ce qu'ils valent. Oui, bien sûr. Bien sûr, alors après on n'en parle pas, c'est un peu l'outsider. Il y a quelques rumeurs qui parlent aussi de Netflix. Ça pourrait être un gros coup de filet. Franchement, si Netflix chope HBO Max, là je pense que ça pourrait être l'occasion de se relancer. Mais par contre, est-ce que Netflix a les reins assez solides? Parce qu'il faut rappeler quand même que Netflix, parmi tous les opérateurs qu'on cite, Canal, ils font de la télé linéaire, Amazon, ils expédient et ils vendent des produits, Disney, ils ont le cinéma, les parcs d'attractions, les DVD, les goodies. Netflix, ils ont que Netflix pour le coup. C'est vrai. Oui, c'est vrai que ils sont tout seuls, c'est des indépendants. Oui. Ils ont que le streaming. Donc. Mais c'est bête, mais tu vois, d'instinct, je te dirais que s'il y avait tout le programme HBO Max sur Netflix, les 14,99 semble finalement beaucoup moins imposant si tu as accès à Game of Thrones, à ce genre de choses, ou The Last of Us. Là, tout va se jouer là-dessus, c'est-à-dire que les gens attendent de savoir où ils vont regarder The Last of Us, et il y a moyen de gagner des millions d'abonnements pour quelques mois, juste pour cette série-là. Donc c'est hyper important pour HBO Max de bien choisir son diffuseur, pour savoir qui va avoir les droits pendant quelques années, quelques mois.
je me permets de faire un petit clin d'œil à mon ami Sylvain qui écoute toutes nos émissions, tout le C'est temps vrai. en Et podcast. merci Sylvain, on te remercie vraiment. Il est hyper fidèle Notre fan numéro un. et il commande toujours ce qu'on dit, etc. Je sais, il me l'a dit que le jour où il sait quel service a Last of Us, il s'abonne direct. Ah bah oui. C'est un fou du jeu vidéo. Il m'engueule d'ailleurs parce que j'y ai pas encore joué. Mais je sais qu'il m'a dit dès que je sais où c'est, je m'abonne quoi. Et forcément parce que c'est tellement énorme Last of Us. La licence a un tel retentissement au niveau mondial. Tu l'as très bien dit dans ton introduction du sujet. Il va forcément falloir trouver une solution. On peut pas laisser Last of Us, House of the Dragon saison 2 sans diffuseur, sans compter des 60 séries qui sont disponibles sur internet. Allez les voir, hein. On vous en a cité 7 ou 8, mais il y en a vraiment énormément. Par contre, ce qui peut être intéressant, à la limite, de trouver pour une petite news, c'est de savoir pourquoi autant de retard en France Oui. pour l'arrivée d'HBO Max alors qu'il est disponible partout. Parce qu'on sait que pour Disney, c'est un problème de chronologie des médias dans tous les cas, ce qui, est connu depuis des années, et on vous a expliqué maintes et maintes fois comment fonctionne la chronologie, mais là, pour le coup, le catalogue aurait très bien pu arriver du jour au lendemain sans aucun problème, puisqu'il n'y a aucun problème de chronologie des médias à ce niveau-là, quoi. Alors je sais, pour avoir écouté une émission de radio qui en parlait un petit peu l'autre fois, un des sujets, c'est sans doute pas le seul, mais il y a aussi cette peur de saturation du marché. Oui. Effectivement, on arrive à un moment où c'est pour ça que Paramount Plus est sorti relativement vite, surfant un petit peu aussi sur le succès de Top Gun. Oui. On n'a jamais autant parlé de Paramount finalement. Moi j'ai entendu dans des émissions très populaires à la radio des gens de chez Paramount, des gens de chez Paramount France parler qu'on connaissait pas. Et je pense qu'on avait tellement entendu parler de Paramount cette année qu'ils ont surfé là-dessus. Et je pense qu'HBO a un petit peu peur d'être la plateforme de trop, de se dire est-ce que les gens qui ont déjà, moi le premier qui suis un grand fan de DC Comics, de Warner en général on va dire, et de leurs films, ben j'ai pas OCS. Ouais. Parce que il arrive un moment où j'ai Canal, j'ai Prime et j'ai Netflix. Et en plus j'ai Disney+, mais dans mon off Canal, c'est-à-dire que je paye Disney+, vraiment, je crois 1,50€ par mois ou quelque chose comme ça, donc rien du tout. Mais on entendait l'autre jour, pour citer nos amis de chez Culture Média sur Europe 1, qui citait une étude qui disait que les gens finalement, pratiquement personne n'a plus de 2 plateformes. C'est ça. Et que il manque effectivement de l'argent aux gens pour s'abonner, ça c'est clair, mais il manque surtout du temps. Ouais, bien Du sûr. temps, on n'a pas assez de temps pour tout voir. Moi, ça me frustre énormément. Là, dans mon compte Canal, j'ai eu Ciné+ d'offert au mois de décembre. J'ai pratiquement rien pu regarder parce que déjà, c'est les fêtes de fin d'année, on a tous des repas, des obligations. Avec ma compagne, on voulait voir absolument la série Le Seigneur des Anneaux sur Prime. Et en fait, je vais dire quelque chose qui va paraître complètement aberrant, mais j'étais presque soulagé de voir qu'hier, ça m'avait été enlevé, parce que j'avais plus ce poids de me dire, mais il faut absolument que je puisse voir ça. Et là, maintenant, quelque part, je me dis, c'est fait, ça reviendra gratuitement dans quelques mois, et c'est tout. Ça. Et j'ai oublié, parce que ça fait peut-être 2 ans que je l'écoutais, mais il y avait un podcast excellent sur France Culture, d'une émission qui expliquait la frustration, ce nouveau sentiment qui était engendré par les plateformes, par les podcasts, par YouTube aussi, par TikTok, par tout ça, le fait de se dire, en fait, avant on était à une époque où on n'avait rien et ça nous frustrait, maintenant on a presque trop, et on est frustré de pas avoir le temps de tout voir, tout écouter. Le budget n'est pas extensible, mais surtout le temps ne l'est absolument pas. C'est ça. On peut toujours se dire, on essaye de serrer la ceinture, on prend HBO Max à 10-12€ de plus par mois, peut-être que certains d'entre vous y arriveront. Par contre, vous pourrez faire ce que vous voulez, il n'y aura jamais 27 ou 28 heures dans une journée. Ouais, c'est donc c'est vrai, c'est un vrai problème aussi ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi c'est un soulagement aussi, tu vois, fin janvier j'ai mon abonnement Canal qui s'arrête et je me dis je vais me contenter finalement de Prime Video, des Blu-ray que j'ai à la maison, que j'ai pas encore regardé, parce que finalement les Blu-ray on se dit oui. je les ai pour dans 6 mois, c'est pas grave, mais il faut que je profite de la plateforme parce que ça va bientôt disparaître. Il y a ce côté un petit peu timer qui fait très peur, et en plus c'est bête, mais je suis en train de redécouvrir les plateformes gratuites. Pluto TV, France TV, Arte, et en fait, tout était dans Canal, donc ça se fondait au milieu de la masse, alors que là, du coup, on va pouvoir aller tranquillement sur chacune des plateformes, voir un petit peu ce qui nous intéresse le plus, et voilà, essayer de choisir peut-être ce qui est la date la plus proche de son expiration, des choses comme ça, donc avoir peut-être moins de programmes à voir, moins de programmes à choisir, et ça a été le gros avantage, on revient dessus, du programme de Noël, c'est d'avoir peut-être le choix de se bloquer les chaînes de télévision, et d'avoir peut-être 2-3 choix grand maximum à faire, une fois l'après-midi, une fois le soir, et d'être tranquille au niveau de sa conscience, de se dire voilà, j'ai choisi mon film et je j'ai pas besoin de savoir de tourner pendant 3 heures sur une plateforme ou des choses comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Donc effectivement c'est une question auquel on pourra essayer de répondre un jour, savoir est-ce que HBO Max finalement a sa place, parce qu'on peut le parler, il y a un échec total qui se fait malgré la publicité à la télévision, c'est Universal Plus qui vient de débarquer en France, vous pouvez l'avoir indépendamment ou via
Prime, je crois. Ouais. Et en fait, ils n'ont rien à proposer, en fait. Ils n'ont rien d'excellent à proposer. Ils n'ont aucun programme exclusif qui sont attendus en France, et qui est attendu en France. Et donc, du coup, ils sont en train de se planter complètement. Et voilà, Paramount, justement, a surfé sur le succès de Top Gun. Ils sont passés à la radio. Ils ont essayé de faire un maximum de publicité pour leur plateforme. Ils sont passés via Canal. Par contre, Universal est arrivé de façon complètement indépendante et il y a de fortes chances qu'ils se plantent. C'est comme Lionsgate Plus, anciennement Stars, donc il s'est renommé Lionsgate Plus pour finalement partir du système français en voyant que de toute façon ils étaient en trop en fait dans le système. Donc voilà, c'est un sujet encore, bon on vous le dit, hein, les sujets qu'on prend dans le podcast, c'est des sujets de fond où on spécule, on vous donne notre avis, il n'y a pas vraiment de réponse à tout ça, mais ça vous permet d'avoir un point de réflexion, peut-être de changer d'avis aussi sur votre consommation des plateformes, hein, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas de réponse définitive à vous donner. En tout cas, on vous tient au courant. Ça sera peut-être la prochaine news du podcast, de vous tenir au courant de où sera diffusé The Last of Us, où seront bientôt les anciennes séries de HBO Max, et puis ce que devient tout simplement HBO Max, qui risque peut-être de se planter, d'aller intégrer d'autres pays d'Europe comme ça. Possible. Et voilà, il n'y a pas que la France, hein, Netflix, Prime Video et Universal Plus, par exemple, sont des plateformes qui sont accessibles ailleurs en France. La France se porte bien économiquement, c'est pas le cas d'autres pays d'Europe, donc faut bien penser qu'HBO Max prend des risques en allant s'intégrer dans d'autres pays sans avoir forcément de la place là-bas, donc voilà, c'est vraiment très très dangereux pour eux, et donc on les comprend en partie de ne pas venir tout de suite en France. Après, je dois avouer que deuxième trimestre 2024, ça fait quand même... Ça fait loin. Ça donc fait c'est loin. Pour ça, je pense qu'il y a vraiment une réflexion de se dire, est-ce qu'on sort la plateforme ou est-ce qu'on sous-traite ne serait-ce que pour à un an. Canal ou à Amazon, on voit comment ça marche. Et en guise de conclusion, peut-être par rapport à ce que tu disais, bon, c'est dommage, on n'a pas vraiment beaucoup de chiffres sur les audiences des films en après-midi à la télé, mais visiblement ça a plutôt très bien marché pendant les fêtes de Noël, et surtout, il y a eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux, sur les films qui passaient à la télé, et j'entendais une analyse assez intéressante de gens qui disaient, alors déjà, sur les plateformes, on estime qu'il y a en moyenne, c'est une moyenne, hein, parfois jusqu'à 40 minutes de temps de choix de ce qu'on va regarder. Ce qui est hyper chronophage, c'est-à-dire que si vous regardez un film d'1h30, finalement vous avez mis 2h10 parce que vous avez mis 40 minutes à choisir ce que vous allez regarder, ce qui est absolument énorme. Et que, en fait, la télé, avant, c'était un média, quelque part, où le fait d'avoir la démarche de choisir ce qu'on va regarder, on se dit, alors j'ai choisi ça, faut que je sois attentif, faut que je le regarde, puis finalement, ah non, je suis fatigué, je m'endors, je coupe, machin. Alors que la télé, finalement, c'est presque un média plus détendu, dans le sens où on zappe, on voit ce qu'il y a, et en fait, il y a beaucoup de gens, visiblement, là, qui, pendant les fêtes, se lançaient Netflix, qu'est-ce que tu vas regarder, je regarde ça, ça, non, ça c'est un peu long, cette série-là, on continue, non, je sais pas, et puis au final, ils mettaient TF1, ils voyaient qu'il y avait Shrek, ou ils voyaient qu'il y avait Spider-Man, ou ils voyaient qu'il y avait Spirou sur France 2, ou Astérix sur M6, je ne sais quoi, et finalement, ils disaient, tiens, on va laisser ça. Et en fait, finalement, c'est un peu ça, c'est de se dire que, on s'embête pas à choisir, il y a ça à la télé, il y a ça à la télé, et puis on va revoir Shrek plutôt que de s'embêter pendant 40 minutes sur Netflix à se dire est-ce qu'on veut regarder Mitchells contre les machines, mais non, moi je préfère regarder Red Notice, mais moi je préfère voir un film à réessai, ou etc., etc. Et finalement, cette solution de facilité entre guillemets qu'est la télé a eu un regain d'affection, et ça s'est vu encore pendant les fêtes, c'est-à-dire que vraiment il y arrive un moment où les gens se disent on va regarder ce qu'il y a à la télé, ce sera et puis voilà. Et même si on l'a déjà vu. Et puis, il y a ce côté, ce serait encore un autre débat, mais on en a déjà parlé, ce côté interaction du fait que, déjà, on est bloqué ça nous impose un horaire, mais on voit, notamment à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup de gens, et moi c'est rigolo parce que j'ai 2 ou 3 personnes qui me follow sur Twitter depuis que ils ont commenté parce qu'ils ont vu que je mettais, tiens, il y a Détective Pikachu cet après-midi, ah ouais, trop bien, nana, et du coup, voilà, ça crée de l'interaction. Alors que sur une plateforme, évidemment que quand vous allez lancer Stranger Things saison 5, tout le monde va la regarder plus ou moins en même temps, mais il y en a qui vont regarder 10 épisodes d'un coup, enfin les 8 épisodes d'un coup, il y en a qui vont regarder un par jour. Quand il y a un gros film qui sort sur les plateformes, il y en a qui vont le regarder le premier jour, comme Avalonia, il y en a qui l'ont pas encore vu. Alors que finalement, à la télé, on sait que les gens, ils sont en train de le regarder en même temps que nous, ou ils le regardent pas. Donc soit on interagit tout de suite, soit on n'interagit pas. Et finalement, c'est ce qui fait un petit peu le succès ce regain d'amour de la télé qui, faut-il le rappeler, c'est assez incroyable quand même de se dire qu'il y a eu un sondage qui est sorti juste avant Noël et qui a demandé à quels médias les jeunes Français de 15-24 ans font le plus confiance pour les informer et les divertir, et c'est la télé qui est arrivée mais très très loin devant. Ce qui est assez dingue quand même, de se dire que leur média préféré c'est la radio, alors c'est pareil ça, et celui à qui ils font le plus confiance c'est la télé. Et ça peut paraître incroyable de dire ça en 2022, parce que finalement la télé, elle est peut-être beaucoup plus... C'était pas forcément mieux avant.
on sort d'une période quand même, enfin il y a 15 ans, toutes les téléréalités à la balle, alors certes encore il y a les Marseillais, ces trucs-là, ces bêtises pareil, mais c'est sur des petites chaînes de la TNT, mais il y a plus de grosses téléréalités sur les grosses chaînes finalement, qui font un peu plus le pari de l'info, du direct et des choses comme ça, et finalement ça a l'air de payer. Mais voilà, ça fait encore beaucoup de sujets, parce que c'est vrai qu'il y a un revival aussi des vieilles télé-réalités qui arrivent à la télévision. Enfin, on pourra en parler si tu veux, parce que moi ça m'intéresse énormément. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le revival de la télé, il est là. La télé est certainement pas morte, et c'est peut-être justement le confinement et le surplus de plateformes qui a créé cet engouement pour la télévision de nouveau, parce que justement les gens ont besoin de structure, ils ont besoin d'être cadrés, je pense. Il y a un cadre qui se fait au niveau de la télévision de par l'horaire, de par la programmation, selon la chaîne qu'on choisit, et ça c'est important de le noter. Voilà, en tout cas, on va conclure, je pense, ce sujet-là, à moins que tu aies quelque chose encore à rajouter. Non, juste en conclusion, je dirais que finalement, il y a de la place pour tout le monde, on l'a dit dans la dernière émission, il y a de la place pour le cinéma, pour la télé, pour les Blu-ray, enfin pour le support physique et pour les plateformes. Simplement, on est, ça c'est plus de l'économie, on va dire, hein, mais l'économie de marché, mais on est encore au début des plateformes, même si ça fait déjà une dizaine d'années là. Ça va bientôt faire 10 ans. Netflix a dû arriver en 2015 ou 16, je crois, ça fait voilà déjà un petit moment. Et en fait là, ça se multiplie, et je pense qu'au final, on va arriver dans une situation économique qu'on appelle un oligopole, c'est-à-dire qu'on va avoir, la logique voudrait que, je pense, plus tard, il y aura plus 2, 3, 4 plateformes grand max. Je pense que le marché est saturé. Il n'y a pas de la place forcément pour 8 ou 10 plateformes comme c'est le cas maintenant. Il arrive un moment où, comme dans plein de choses, je sais pas, quand on était petit, il y avait plein de marques de pâtes, et aujourd'hui, vous avez toujours Panzani et Lustucru, mais finalement, Lustucru appartient à Panzani, c'est juste qu'ils ont changé, ils gardent l'ancienne identité de la marque, ou voilà, quoi, ou comme Kinder, Nutella, c'est tout Ferrero, en fait, au final. Peut-être qu'un jour, Disney, je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'un jour Disney rachètera Netflix. C'est déjà le cas aux États-Unis, puisque Hulu, par exemple, qui existe aux États-Unis, et finalement c'est Disney+. Exactement. Donc, Hulu n'existe pas. Je pense qu'on va avoir des géants. Alors, ce sera encore Netflix. Il y aura sans doute encore Disney, parce que pour le coup, je pense que Disney c'est un monstre économique. Il y aura sans doute Disney, Amazon, Netflix tiendra peut-être le coup, et puis ils auront peut-être des subdivisions aussi, comme Paramount est un peu une subdivision de Canal, etc. Donc, je pense que quelque part là, le marché ça se développe, et au bout d'un moment, on va vraiment arriver à saturation. Et j'espère qu'on sera encore là pour en parler, mais je serais curieux dans 10 ans de savoir, mais ne serait-ce qu'à l'horizon 2030, dans 6-7 ans, où est-ce qu'on en sera, combien il y aura de plateformes, et on aura l'occasion d'en parler d'ici là. Complètement. En tout cas, on attend vos réactions aussi à vous. N'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook, sur le Discord. On vous attend très nombreux sur le Discord. Vous venez quand vous voulez. Mais en tout cas, on attend vos commentaires. Ou si je le sors sur YouTube, vous mettez le petit commentaire sur YouTube, puis le petit pouce bleu. Profitez-en. Je sais plus s'il est bleu. Je sais pas. Non, il est plus bleu maintenant. Le pouce, il est vers le haut, quoi. Dans tous les cas, soyez contents de l'émission dans tous les cas. Mais réagissez, c'est ce qu'on attend de vous pour créer le débat. Eh ben écoute David, je pense qu'il est l'heure, ça y est, c'est l'heure de ta première chronique. Je te propose de te laisser le gros de la parole pour cette nouvelle section TV, Jingle. Alors, écoute, on va commencer par le sujet qui reviendra, je pense, à chaque fois qu'on sortira ce podcast. Ce sont les audiences que tu auras, qui t'auront fait tilter, finalement, dans la semaine. Et là, tu vas nous parler du 1er et du 2 janvier, qui était toujours, d'ailleurs, pendant les vacances, malgré que ce soit un lundi. Tout à fait, alors je suis vraiment ravi de faire cette chronique télé dans un autre cadre, on va dire, que ma chronique annuelle, mes chroniques annuelles pour Noël, et alors vraiment avec ce jingle, vous l'aurez peut-être reconnu quand même pour ceux pour qui c'est pas le cas, c'est le jingle de Ciné Dimanche, de la grande époque de Ciné Dimanche, le film du dimanche soir sur TF1, donc merci pour cet honneur. J'ai effectivement compilé les audiences du 1er et du 2 janvier qui me paraissaient vraiment les plus intéressantes, parce que le 1er janvier, vous savez, c'est le fameux duel du dimanche soir, ça je vous en ai parlé même dans plein de Critflix auparavant. Le dimanche soir, c'est le moment où les deux plus grosses chaînes de télé du PAF, TF1 et France 2, dégainent leurs films, et vraiment, ils mettent un paquet de budget pour ces films-là, et c'est vraiment quelque chose d'important pour ces chaînes-là de faire de l'audience. Et là, c'était le tout premier duel du dimanche soir de l'année, et il était particulier, puisqu'il y avait TF1, France 2,
mais aussi M6 qui proposait un film. Effectivement. D'habitude, M6 le fait 1 à 2 fois par an. Si vous avez écouté, alors attention, c'est précis, hein, l'émission qu'on avait enregistrée pour Pâques 2021, je vous avais raconté que pour Pâques, il y a une sorte de tradition, et si on se fait une émission avant Pâques, on en reparlera, hein, c'est que le dimanche soir de Pâques, TF1 passe un blockbuster, France 2 un film français, style La Grande Vadrouille, Le Corneau, des choses comme ça, et M6 dégaine un Disney. Sinon, vous le savez, tous les dimanches soirs sur M6, c'est soit Capital, soit Zone Interdite. Et là, comme pour des questions de sécurité routière, le gouvernement français a choisi de faire la rentrée aux jeunes le 3 janvier, et pas le 2, pour éviter qu'il y ait trop de monde le 1er janvier sur la route, et que déjà qu'il y ait trop de bouchons, et que des gens reprennent la route alcoolisés, il a été décidé de décaler la rentrée au 3 janvier, D'accord. et c'est pour ça que les grandes vacances ont été repoussées d'un jour aussi. Je me posais la question. Justement. Voilà, ouais, c'est pour éviter qu'il y ait trop de monde sur la route, et D'accord. puis effectivement aussi pour que les gens reprennent le travail dès le 2 janvier pour les enfants, ça aurait peut-être été un peu compliqué, surtout si leur famille avait fait un petit peu la fête la veille. Donc comme je le disais, hein, du coup, un jour de plus de vacances en décembre, mais un jour de moins l'été, puisque ça repousse d'une journée le début des vacances d'été. Donc, un duel du dimanche soir, le dernier jour des vacances, et bien qu'est-ce que ça fait ? Enfin, le dernier soir avant le dernier jour des vacances, et bien ça fait qu'M6 a dégainé son film aussi. Donc sur TF1, on avait L'Appel de la Forêt, avec Harrison Ford. On avait Papy fait de la résistance, grand classique, sur France 2. Donc on avait le blockbuster et le film français, mais M6 nous a pas sorti un Disney, mais la première diffusion en France du voyage du docteur Dolittle. Ça aurait pu. Ça aurait pu, oui, exactement. Mais voilà, c'est pas, on va dire, un grand classique d'animation, un film d'animation. Et je recontextualise très rapidement pour vous dire que, sur TF1, TF1 était sorti vainqueur des 2 duels du dimanche des vacances, mais il y en a un qui était particulier, c'était le précédent, c'était le 25 décembre. Donc le soir de Noël, les gens sont un petit peu moins devant la télé, plus que le 24 quand même, le 25, mais moins que les autres jours de la semaine. Mais que les audiences des 2 derniers dimanches précédents avaient été assez décevantes. Le premier dimanche des vacances, c'était un inédit et un film français, et sur lequel TF1 misait beaucoup, c'était Le Prince oublié, et il avait fait 2 500 000 téléspectateurs, ce qui est plutôt moyen. Le 18. Le 18 décembre, voilà. Le dimanche suivant, soir de Noël, Last Christmas, c'est mon film de Noël chouchou, et il avait fait 2 200 000 téléspectateurs. C'est un peu moins, mais c'était plutôt bien. Alors, ça peut vous paraître paradoxal de dire que 2,5 c'est bof, et 2,2 c'est plutôt bien, mais c'est le contexte, encore une fois. Un 25 décembre. Voilà, un 25 décembre, il y a encore beaucoup de gens qui sont à table, et qui sont pas devant la télé, alors qu'un 18 décembre, au contraire, début des vacances, les gens sont beaucoup devant la télé. Et surtout, 18 décembre, ce sont des films publicitaires qui sont très chers, qui rapportent beaucoup de l'argent à la chaîne, parce que les annonceurs veulent que leur marque soit vendue pour les fêtes. Donc on avait 2,5, 2,2, et on peut noter que les films sortis, qui sont passés la semaine entre Noël et le jour de l'an, ont connu des fortunes diverses en prime time. Plutôt un bon score pour Valérian, après 3 millions de téléspectateurs, 2,9 millions. Un petit peu plus décevant pour Gaston Lagaffe, avec 2,2 millions. 2,2 pour Gaston Lagaffe, c'était plutôt bof. Donc en fait, voilà, on avait une moyenne de téléspectateurs, on va dire entre 2,5 millions et 3 millions sur TF1 pendant ces vacances. Mais alors, L'Appel de la Forêt, ça a été le carton absolu. C'est vrai ? Et inattendu, avec 5 100 000 téléspectateurs. C'est fou. Une calotte, mais alors une calotte mémorable, hein, puisqu'il fait quand même 2 200 000 de plus que le deuxième. Après, il réunit tout. Harrison Ford, le film d'aventure, le film d'animaux, il y a vraiment énormément de choses. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, c'est que ça a été un bon succès en salle, mais ça n'a pas été un carton incroyable à l'époque. Mais là, ça réunissait tout pour les vacances, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, les familles, c'était le film familial par excellence. Ouais. Vraiment, on peut regarder ça avec des enfants, même si la forêt est un petit peu triste, sans trop spoiler. On peut regarder ça en famille, il y a de l'aventure, c'est comme enfin, je ne fais que répéter ce que tu dis, parce que tu as dit des arguments qui étaient excellents. Et il y a Omar Sy. Et il y a Omar Sy, tout à fait. Donc ils ont joué aussi là-dessus sur les pubs. Et 25% du public, c'est-à-dire que un quart des Français étaient devant TF1, et les 3 autres quarts étaient répartis sur les 26 autres chaînes. Donc quand je vous dis que ça a été un carton énorme, c'est que ça a été un carton énorme. Sur les réseaux sociaux, le film a eu très bonne presse, et ça fait plaisir de voir que ça a autant fédéré. Bah oui. Pour un film que moi, je sais pas si tu l'avais vu toi, mais... Non, malheureusement non. Moi voilà, je l'ai vu sur Canal. Ah bah, ouais. Et d'ailleurs, c'est un souvenir parce que je l'ai vu... Il est pas sorti pendant le confinement, justement, où il y avait pas un truc oui, comme ça. Oui, c'est ça, il est sorti juste après le confinement. Ouais, c'est ça. Et moi, je l'ai vu sur Canal la veille de commencer le boulot que je fais actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai ça un peu associé avec ça en tête, mais bon, on n'est pas obligé de le laisser dans le montage. Mais toujours est-il que 5,1 millions, moi, j'en revenais pas. Ouais. Et TF1 non plus.
Et je peux vous dire que là, si les audiences films avaient été bonnes l'après-midi, assez moyennes le soir, là, champagne pour ce dernier jour de l'année. Ça me fait penser un peu au film de Bruce Willis dont tu nous avais parlé, qui avait eu un succès très mitigé en salle et qui avait fait un carton d'audience sur TF1, pareil. Je sais plus comment c'était. C'était pas Death Wish. C'est ça, exactement, ouais. Le film d'Eli Ross, ouais. Ouais. Et au final, là quand même, bon, le succès de l'Appel de la forêt avait été beaucoup plus important. Oui. Mais vu que c'était un film post-confinement, il aurait dû sortir, si je dis pas de bêtises, vraiment fin mars 2020. Vraiment, il aurait dû sortir vraiment au début du confinement. Et il est ressorti à la réouverture des salles. Et finalement, ben voilà. Tout le monde s'y est retrouvé. Je suis assez content parce que c'est un film qualitatif et vraiment qui a eu beaucoup de monde devant cette chaîne. À la deuxième place, c'est France 2 avec Papy fait de la résistance et 2,9 millions. Ce qui est pas si mal. 2,9 millions, c'est pas mal du Surtout tout. pour un film multi-rediffusé. Non, c'est ça. C'est un film qui a été vraiment multi-rediffusé, comme tu dis. Et vous serez pas surpris de savoir que la plupart des téléspectateurs, ils ont fait surtout une grosse part de marché chez les 50 ans et plus, qui ont connu ce film. Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est un film qui m'a... J'adore Le Splendide, mais celui-là, il me laisse plutôt de marbre. Mais bon, quand même 2,9 millions. À la troisième place, en fait c'est dans l'ordre, 1, 2, 3, les enquêtes du commissaire Van Delvalk sur France 3, 2,2 millions de téléspectateurs, on est dans la lignée des Crima, Meurtra, qu'on a eu le soir du 31 d'ailleurs, et qui ont plutôt bien marché comme pour le 24. Et Dr. Dolittle, c'est un peu décevant pour M6, seulement 4ème, avec 1,7 million, c'est pas mal, mais les gens sont peut-être pas habitués à aller sur M6, à regarder un film le dimanche soir. C'est ça. Les gens ont dû mettre M6, voir que c'était pas zone interdite et ils sont repliés sur autre chose. Exactement. Moi, je trouve aussi que c'est pas vraiment de la contre-programmation. Pour le coup, France 2, c'était très différent de TF1. Oui. Le Docteur Dolittle et l'Appel de la forêt, ça touche quand même un peu le même public. Je suis d'accord. Les gens ont pas l'habitude. Et en fait, ce qui fait que pour Pâques, ils font de bonnes audiences, je pense, c'est que ils balancent Le Roi Lion, La Belle et la Bête. Ils balancent un très gros truc. Là, le Docteur Dolittle, c'est quand même... Alors, je pense que le Docteur Dolittle sur TF1, il aurait pas fait 5 millions 1, mais il aurait fait peut-être ses 3 millions quand même. Mais là, le fait que... alors, il y a aussi cette fameuse chaîne Réflexe. Ça, c'est un argument qui vaut depuis très longtemps. C'est qu'il y a plein de gens, ils allument leur télé, ils appuient sur le bouton 1. Et après, ils bougent pas. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un petit peu décevant. D'autant qu'ils sont talonnés à la 5ème place par Arte et L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Qui a fait presque 1,3 million. 1,2 million et quelques mille, 6,8% de part d'audience, 8,3% pour Le Voyage du Docteur Dolittle. Voilà, mais en tout cas, gros carton pour l'Appel de la forêt. Et bon, je suis plutôt content. Et puis de voir quand même que si vous prenez les 5,1 millions plus 2,9 millions, on arrive à 8 millions. Et que vous rajoutez les 2,5 millions de M6 et Arte, ça fait quand même plus de 10 millions de Français qui étaient devant du cinéma un soir de 1er janvier. Un Français sur 7, c'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Et quand on sait qu'en moyenne, on estime, parce que c'est très opaque, mais qu'il y a environ entre 1 et 2 millions de téléspectateurs qui sont devant les plateformes les soirs, de se dire qu'ils étaient 10 millions devant du cinéma, je ne compte que le cinéma à la télé ce jour-là, que devant des films, pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il se trouve que le lendemain c'était le lundi 2, jusque là c'est pas un scoop, après le premier c'est le 2, et il y a une particularité, c'est que le cinéma cartonne à la télé le dimanche soir en général, ce qui surprend toujours un petit peu les gens. Mais j'aimais bien je sais plus de qui elle est cette phrase, mais qui disait que le cinéma, le dimanche soir à la télé, c'est un peu de dimanche en plus. C'est-à-dire que souvent, il y a beaucoup de gens, moi le premier, on a un peu le coup de blues le dimanche soir, faut retourner au... Ouais, voilà, moi, on est tous pareils, le dimanche, moi, à partir de 19h, voilà, on sait que le lendemain, faut retourner travailler. Pensez aux gens que quand ils rentrent du week-end, ils ont pas de film à la télé le soir quand ils retournent au boulot le lendemain. Exactement, c'est pour ça que je me sens un peu honteux de dire ça devant toi. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent... pour qui on va dire, c'est vraiment l'ultime moment du week-end, et en gros, ils savent qu'ils vont avoir 2 heures d'évasion, et ils vont se changer des idées 2 heures vraiment avant d'aller se coucher, et pour qui c'est très important de regarder un film le dimanche soir. Et là, comme la rentrée était le mardi 3, le lundi 2, c'était presque, on va dire, un deuxième dimanche, et c'est pour ça que TF1 a choisi de passer un film. Alors, contrairement au film de la veille, qui était un film grand public, puisque les enfants n'avaient pas cours le lendemain, vous remarquerez d'ailleurs que les dimanches soirs sur TF1, on a dit Death Wish a battu Avengers Endgame, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'Endgame dure 4 heures, dure, je sais pas combien de temps il dure, mais 3 heures et quelques, qui s'adresse à des enfants et des ados, et qui, quand ils vont au lycée, au collège le lendemain, ils vont pas se coucher à 00h30. C'est ça. Donc ce qui marche le mieux, c'est souvent des films plutôt un peu plus adultes. Et donc, carton d'audience ce dimanche soir pour l'Appel de la forêt, et TF1 a tenté le coup, puisqu'il y a, à part pendant les vacances scolaires où ils passent de temps en temps un film le lundi, c'est rarissime. Et encore, je mets plein de S à rarissime, qui est un film le lundi soir sur TF1. Là, c'était vraiment
Là, c'était vraiment parce que c'était la fin des vacances. Et c'est Equalizer qui avait choisi de passer TF1 avec Denzel Washington, en se disant, bah là, c'est un film plutôt pour les adultes, pour les parents. Et ben, que vous dire, si ce n'est qu'il a fait un peu plus de 3 millions de téléspectateurs. Il a fait plus que Valérian, il a fait plus que Gaston Lagaffe. 2013, 2014. Ouais, il remonte un petit peu maintenant. Hein. Il a fait plus donc que Gaston Lagaffe, je disais, que Le Prince oublié pour sa première diffusion. Et oui. Il a fait plus que Last Christmas, que Gaston Lagaffe. Donc c'est quand même assez incroyable de voir le carton que ça a été pour un film multi-rediffusé. Ouais. Mais je pense que bah voilà, les gens qui reprenaient le boulot le lendemain ou qui avaient envie de se détendre avec, parce que les films d'action, c'est vrai que ça quand même, moi je trouve ça détend bien aussi. Ouais. Ça pète dans tous les sens, ça part, c'est pas un film dur auquel on ressort en n'ayant pas le moral, même si 3000, alors c'est excellent comme score, hein. Le carton de la soirée, c'est Vortex sur France 2. Oui, la nouvelle série. 4 600 000 téléspectateurs pour un lundi soir, hein, où les gens travaillent le lendemain. Mais ça, Vortex, je vous en parlerai tout à l'heure dans l'une de mes prochaines news. Voilà pour les audiences, c'était un peu long, mais parce qu'il y avait vraiment 2 soirs, je pense que les prochaines semaines, je m'attarderai surtout sur le dimanche. C'est hyper intéressant. Mais là, c'était quand même intéressant, je trouve, de faire ce constat-là. De voir que le cinéma est toujours fédérateur à la télévision, déjà. De voir que, voilà, les gens, encore une fois, n'ont pas eu à choisir entre 14 millions de films. Ils se sont dit, ok, il y a 6 films sur 6 chaînes différentes. Je dis, voilà, il y en a peut-être eu un peu plus. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, j'ai bien galéré à vous faire les stories par jour. Et c'était top. Voilà, il y a eu vraiment, il y a eu des grosses galères. Mais bon, voilà, d'ailleurs, j'ai fait une erreur sur Johnny English. J'ai mis 2 fois le premier sur la dernière. J'avais pas fait attention. Mais bon, c'est pas très grave. Vous ne m'en avez pas tenu rigueur et je vous en remercie. Et ben, écoute, merci pour ces audiences. Est-ce qu'on parle maintenant de la bataille de dimanche prochain ou pas? Bon, comme tu veux, ou on finit ça sur le petit programme de la semaine prochaine. Allez, ça marche. On fait ça. Ce sera la surprise de fin. Voilà, ce sera la surprise. Tenez-vous aux aguets jusqu'à la fin de l'émission. On y est bientôt. Écoute, on va passer du film à la série, puisque tu vas nous parler de la série tant connue, maintenant qu'on connaît tous, le fameux Scène de ménage sur M6 qui se situe juste après le 1945. Alors tu as une grosse news à nous annoncer, dis-nous tout. Alors la grosse news, c'est un 7e couple qui arrive dans Scène de ménage, là, en début d'année. Et alors ce qui est génial, c'est qu'il y a seulement quelques heures qu'on sait la date de l'arrivée de ce nouveau couple. Ce sera le lundi 23 janvier. D'accord. Ah oui, c'est tout proche. Ouais, c'est tout proche dans Scène de ménage. Alors Scène de ménage, ça existe depuis 13 ans. Oui. Ça passe effectivement après le 1945 sur M6. Ça passe aussi le midi, après le 12:45, en début d'après-midi. Et ça a d'ailleurs été un peu une locomotive à audience sur le 2 janvier sur Aladdin qui passait dans la foulée, parce que c'est vrai que les gens regardent Scène de ménage et puis après, ah bah tiens, il y a un Disney dans la foulée, etc. Oui, c'est vrai. Et ça cartonne, ça marche très fort, et donc il y a un 7e couple qui arrive. Particularité de ce 7e couple, c'est qu'il sera incarné par Didier Bénureau et Fanny Cotenson. Et là, c'est un peu comme quand on en parlait tout à l'heure pour James Bond, ce sont des gens connus. Et c'est la grosse différence. Alors, c'est pas des méga stars, mais quand même, Fanny Cotenson, c'est le César du meilleur second rôle en 83 dans Étoile du Nord, et c'est une figure qu'on a beaucoup vue au cinéma dans les années 80 et 90. Et Didier Bénureau, vous l'avez vu dans Papy fait de la résistance, par exemple, dans Les Visiteurs, il joue le médecin. Moi, je l'adore dans Grégoire Moulin contre l'humanité. Je sais pas si vous connaissez ce film, faut le voir absolument, c'est une comédie, mais alors complètement déjantée, c'est presque un Dupieux avant l'heure. Et surtout, c'est un grand comédien de théâtre, et c'est un grand humoriste. Il fait beaucoup de one-man show, il est très connu. Et donc là, la problématique de ce couple, sera de se dire, eh bien, elle, c'est une sexagénaire très belle, qui est à fond dans un peu bobo, un peu bourgeoise, un peu riche, et elle est tombée amoureuse de Didier Bénureau, qui lui est un ouvrier, finalement, un ouvrier, alors un petit peu moins joli, etc., mais qui quelque part va la rassurer, et ça va être la thématique de ce nouveau couple. Il faut rappeler que donc il y a eu des nouveaux couples régulièrement dans Scène de ménage, il y en a un qui est parti, c'était celui qui était incarné par Lou Denis et Lyon et par Audrey Lamy, qui est parti il y a déjà quelques années, qui a été remplacé par un autre couple de jeunes, et là donc c'est le 7e couple qui arrive. On sent quand même qu'M6 tend là vers les sexagénaires, parce que le couple le plus populaire, c'est pas un secret, c'est Huguette et Raymond, Marion Gamme et Gérard Hernandez, j'allais dire Patrick, mais Patrick c'est Born to be Alive, c'est pas tout à fait la même chose. Et là on sent que voilà, on veut jouer un peu, c'est un couple qui est un peu dans les âges aussi de nos amis Liliane et José. Et alors par contre, il y a une petite grogne sur les réseaux sociaux qui naît, et j'avoue que je suis assez d'accord avec cette grogne, c'est que je trouve qu'il serait temps qu'il y ait un couple homosexuel. Mais complètement, je pensais que tu allais nous annoncer ça. Mais vraiment, ça fait des années qu'on en parle, et je trouve qu'il serait vraiment temps, déjà pour une question... Surtout de la part d'M6. Oui, surtout pour une question de représentativité. Oui. Vous avez 7 couples,
ce serait pas illogique qu'il y ait un couple homosexuel parmi ces 7, parce Bien que sûr. je sais pas quelle est la part des couples homosexuels parmi tous les couples en France, mais je pense que c'est quand même une part qui n'est pas négligeable, et moi j'aimerais vraiment qu'M6 saute le pas. Alors M6, ils ont des arguments, puisque vous vous doutez bien qu'on leur a déjà posé la Bah question, oui. et eux, ils se disent, alors, le premier argument, je le trouve un peu bancal, ils se disent, on préfère montrer des gens qui ont des problèmes de couple, et il y a plus de problèmes chez les couples hétérosexuels que C'est chez les faux. couples Je homosexuels. trouve ça faux. Moi, je trouve que c'est le genre d'argument qui, quelque part, va culpabiliser les homosexuels qui auraient des problèmes dans leur couple. Bah oui, Ils complètement. vont se dire, bah attendez, pourquoi on nous dit que nous, on n'a pas de problème? Je pense qu'il y a autant de problèmes chez les uns que chez les autres. Ouais, Et ça, c'est un peu un argument vraiment ouais, c'est pas terrible. en mousse, quoi. Et le second, qu'on peut un peu plus entendre quand même, c'est vrai qu'ils se disent, on a trop peur d'être trop caricaturaux. On a peur de, sans s'en rendre compte, faire quelque part un petit peu de l'homophobie ordinaire. Donc on veut vraiment se blinder pour que notre humour à ce niveau-là ne soit pas caricaturaux avec les homosexuels. Ce que je peux comprendre, encore une fois, mais quand même, moi je trouve qu'il serait temps, et quand là on a annoncé un 7e couple, moi aussi j'ai cru qu'ils allaient oui. enfin mettre un Enfin. couple homosexuel ou un couple lesbien, mais malheureusement, je ne doute pas que Didier Bénureau et Fanny Contenson Oui, seront très bien dans bien leur sûr. rôle, Mais il y en Moi- a marre, quoi. mais Enfin, ce au bout serait... d'un moment, Ouais. Moi je vois qu'on est Bah, sur... en plus, la règle serait simple, ce serait de se protéger, attention à ce que je vais dire, faut pas, mais finalement, est-ce qu'ils ont pas la possibilité de trouver des écrivains de scénarios et de sketchs qui seraient eux-mêmes homosexuels, qui feraient partie d'un regroupement LGBT par exemple, et qui pourraient écrire pour M6, Bien sûr. pour justement se protéger en disant, bon bah écoutez, on a fait confiance à la communauté LGBT pour écrire des sketchs sur cette communauté-là. On a, voilà, si on se plante, c'est que vous êtes, enfin voilà, il y a eu un problème de compréhension. Donc, je trouve que les arguments tiennent pas trop la route, Ouais. c'est quand même bien dommage, surtout au bout de 15 ans C'est ça, d'émission, au quoi. bout de presque 15 ans, et puis en sachant quand même que on est une société et on a un audiovisuel qui se veut représentatif, et c'est très bien qu'on puisse voir des homosexuels à la télé. Je veux dire qu'il y aurait rien de choquant, Mais- il y aurait rien. C'est vraiment l'inverse qui est choquant, quoi, de se dire qu'il n'y a pas de couple dans cette émission. Pour moi. Surtout après le succès de Drag Race France, Oui, bien en sûr. ce moment sur France Télévisions, qui lance Drag Race France en deuxième Ouais. partie de soirée, qui au début était prévu pour Ouais, France ouais. TV / Ouais. et qui finalement va peut-être se retrouver en prime time l'année prochaine. Ouais, Enfin, c'est donc ça. on est quand même Ouais, sur bien une sûr. avancée énorme. Voilà, et la M6 qui société fait avoir évolue, rien. et c'est un petit peu dommage. Alors, je pense que là, franchement, c'est peut-être la dernière fois. S'il y a un 8e couple, je pense qu'ils auront pas trop le Bah là, choix. ouais. Parce que là, ça grogne, et ça grogne de plus en plus. Et encore une fois, moi, là, je râle pas souvent, mais là, je râle quand même un petit. Est-ce qu'ils ont pas peur de perdre une partie du public qui serait un petit peu frileux de voir ce genre de choses à la télévision? Peut-être, sans doute qu'il y a un petit peu des arguments un peu comme ça, qui sont pour moi très difficilement audibles, mais je pense qu'ils sont sincères quand ils disent qu'ils ont peur de mal Oui, faire. ça par contre je suis entièrement d'accord avec Et je pense c'est plus, voilà, la frilosité un peu, enfin, c'est un peu dommage. Mais on sait qu'M6 nous écoute pas, mais si jamais ils nous entendaient, ben voilà, on aimerait bien, nous tous, avoir un peu plus de représentativité pour tout le monde à la télé, ce serait quand même chouette. toi. On va passer de la série à... Alors c'est entre la télé-réalité, le documentaire et le reportage. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu, parce que moi je connais le concept, mais c'est pas forcément l'émission la plus connue de la télévision française. Tu vas nous parler d'un invité exceptionnel, de la rencontre des papotins, qui est sur France 2, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, Les Rencontres du Papotin, c'est une émission de télévision qui est inspirée d'un magazine qui s'appelle Papotin. Et on en est au numéro 39 du Papotin, et la particularité de Papotin, qui est donc un journal créé en 1990, c'est que tous ces journalistes sont atteints de troubles autistiques. C'est ça qui fait la particularité. Et ils ont décidé de l'adapter en émission de télé, c'est-à-dire que les journalistes, qui sont d'ailleurs pas tous journalistes, les personnes qui vont interviewer une personnalité ont des troubles autistiques ou plus ou moins marqués. Certains ont des formes d'autisme qui sont assez fortes, et ça donne des interviews géniales parce qu'elles sont complètement sans filtre. Ouais. Et on a eu 3 numéros jusque-là. Je n'ai vu que le premier, moi, c'était avec Gilles Lelouch. Oui, qui était bien. Qui était vraiment très sympa. Alors, je le précise, hein, c'est diffusé le samedi soir à 20h30 sur France 2, donc c'est juste après le journal. C'est entre le journal et le prime time. Okay. Avant la météo, donc c'est un horaire en plus où il y a beaucoup de gens devant la télé. Et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup aimé parce que Gilles Lelouch, c'est un très bon acteur, mais je me disais, ouais, dans la vie, je sais pas si c'est un mec... Ça a l'air d'être un con. Je l'aurais pas dit comme ça, mais je me suis dit, ouais, j'avais pas spécialement envie d'être pote avec Gilles Lelouch. Et là, j'ai trouvé vachement touchant. Il s'est vachement ouvert, et
Puis par moment, voilà, un des intervieweurs qui dit est-ce que je peux vous toucher la joue, est-ce que je peux vous faire un câlin, et je l'ai trouvé vachement touchant, Gilles Lelouch dans cette émission, et ça m'a vraiment fait changer d'avis sur lui, parce que c'était purement un a priori pour le coup, puisqu'évidemment je le connais pas. Et récemment il y a eu Julien Doré dans la foulée, puis Camille Cotin, et du coup là, pour l'émission du samedi 7 janvier, alors qu'elle est disponible évidemment en replay sur la plateforme France.tv, eh bien, ce n'est personne d'autre que le président de la République, Mais non. Emmanuel Macron, Waouh. qui va être interviewé par le Papotin. Alors, gros événement quand Je même. tiens à hein. dire, ça ne se voit peut-être pas en audition, mais je suis véritablement surpris. En fait, je n'étais pas au courant Voilà, de oui. l'invité. Alors, sur le fil conducteur de l'émission, j'avais mis à David, invité exceptionnel pour les rencontres du Papotin. Ouais. Donc ouais, c'est Emmanuel Macron qui va se prêter au jeu de l'interview, donc moi je suis très impatient de voir ce que ça donne. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, hein, difficile de pas y voir aussi un coup de com' du Bien président de la sûr. République, dans une actualité quand même relativement chaude. On va pas vous rappeler quand même qu'il y a des grèves des médecins dans les hôpitaux et tout le contexte actuel. Alors, on ne fait pas de politique dans cette émission, mais la démarche est-elle vraiment sincère? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je serais très curieux de voir ce que ça va donner. Ça peut être très intéressant. J'espère surtout, parce que par contre, c'est pas du direct, qu'il y aura pas de coup de coupe Oui. de l'Élysée disant ah bah là, le président quand même, il a pas été trop à son aise. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je suis très impatient de voir, ne serait-ce parce que pour soutenir la démarche Ouais. du Papotin, et c'est vrai que là, d'un coup, on se disait au début, je me souviens d'avoir vu des critiques vraiment pas cool sur les réseaux sociaux et vraiment assez injustifiants en se disant ouais, c'est Gilles Lelouch, ils arrivent pas à avoir des gens très connus parce que ça doit pas être évident. Bah là, bam, tu peux difficilement faire plus connu en France quand même que le président de la République en exercice en plus. Oui. Parce que si ça avait été François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ça aurait déjà été une belle prise, mais on les voit quand même plus souvent, ils ont une parole médiatique qui est quand même plus probante qu'un président de la République qui finalement, en dehors de l'interview du 14 juillet, ou on va dire de la campagne présidentielle, n'accorde jamais d'interview. Complètement. Et ça, c'est un peu la tradition républicaine qui c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que on aimerait des fois qu'ils se justifient plus sur leur choix. Mais là, c'est Emmanuel Macron qui va être face à ce public, et moi je suis très très impatient de voir ce que ça va donner. C'est le samedi 7 janvier, alors si le podcast sort après le 7 janvier, vous pouvez le voir évidemment en replay, Bien sûr. n'hésitez pas, ça va être le gros événement de cette fin de semaine, et je pense que l'audience, on vous la donnera dans la prochaine émission, mais devrait être assez sympathique pour France 2 aussi. Ouais, carrément. Allez-y, Adrien. Allez, Adrien. Putain, un peu m'aider à ça, je... Non, vas-y, Adrien. Tu préfères que j'alise? Oh oui, un peu, c'est mieux. Je la lis pour tout le monde? Non, sois pas contrarié. Il est le président, il doit montrer l'exemple et ne pas se marier avec sa prof. Quand t'es amoureux, tu choisis pas? C'est pas bien, tu crois? C'est pas facile. Elle n'a pas été vraiment ma prof, elle était ma prof de théâtre. Ah, C'est pas ça compte pas pareil. d'accord. Arrête. Mais arrête de me craquer, maître, tout de suite. Donc, c'est vrai. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas comme la prof de maths ou de. J'essaie de négocier, tu vois déjà. Alors, on va repasser du côté des séries cette fois-ci. Tu vas nous parler non pas d'une, mais de deux chaînes, et surtout d'un phénomène. Alors, on le sait, les séries, ça a du succès en France. On le voit avec France 3, qui est toujours avec des cartons d'audience, malgré le fait que parfois ce ne soit pas des épisodes inédits. Ils sont souvent numéro 1 des audiences le soir. La série, ça cartonne en France, que ce soit des séries françaises, d'ailleurs plus françaises qu'américaines. C'est un petit peu le retournement de C'est ce qui a situation changé d'il y a depuis 10 ans. Ouais, c'est sûr. Et là, cette fois-ci, les chaînes s'attaquent à un gros morceau, puisqu'ils s'attaquent à de la SF. C'est assez surprenant parce que voir des chaînes de télé françaises sortir des séries de science-fiction, c'est pas quelque chose de commun. Et là, pour le coup, c'est même le service public qui s'y colle, c'est sur France 2. Et c'est sur M6, là c'est pas le service public, mais ce qui est un petit peu curieux, j'imagine que ça n'a pas été calculé, mais qu'ils se sont retrouvés un peu face à face les uns et les autres, c'est que la série de science-fiction de France 2 qui s'appelle Vortex a eu sa première diffusion lundi soir 2 janvier, et la série de science-fiction de M6, Année 0, a eu sa première diffusion le mardi 3. Donc c'est les lundis soirs pour France 2, le mardi pour M6. Et alors, le point commun, c'est que ce sont des séries de science-fiction, mais surtout, c'est que ce sont des séries qui traitent de voyage dans le temps. C'est pas comme s'il y en avait une qui parlait de guerre dans les étoiles et d'autres de revenir au temps des dinosaures. Là, c'est vraiment la même thématique
et pratiquement le même sujet. Et quand j'ai préparé cette news, je me suis dit que j'allais quand même être professionnel jusqu'au bout, et je me suis dit, je ne dois pas enregistrer Critflix sans avoir vu au moins un épisode de chacune de ces séries pour vous en parler sincèrement. Et c'est là que je t'ai dit, David, hier soir, je crois que j'allais te dire un grand merci pour cette émission. C'est que sans Critflix, je n'aurais pas regardé Vortex, et je me serais pas pris une de mes plus grosses claques séries de ces dernières années. C'est vrai. Mais vraiment, je suis sur les fesses, pour parler poliment. Je trouve Vortex incroyable, et je suis pas le seul. 4 600 000 téléspectateurs lundi soir sur France 2, et j'ai vu un tweet passer tout à l'heure à 19h juste avant l'enregistrement de l'émission, c'est le programme le plus vu de la plateforme France.tv. C'est un carton incroyable depuis lundi soir. Un épisode par semaine ? 2 épisodes par semaine, donc c'est en 6 épisodes, il y en a eu 2 le lundi 2, il y en aura 2 le lundi 9 et les 2 derniers le lundi 16, et l'intégralité de la série est déjà sur France.tv. Ah. Donc vous pouvez la binge-watcher ou alors la regarder à la télé. À l'heure où j'enregistre notre émission, j'ai vu 3 épisodes. J'avais dit que je regarderais qu'un. J'ai vu 3 épisodes et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Mais vraiment, au point de vous dire, c'est incomparable, c'est complètement débile ce que je vais dire, mais je prends beaucoup plus mon pied là en voyant Vortex que devant Le Seigneur des Anneaux sur Prime, que j'ai vu pendant les vacances, qui m'a bien plu, mais sans plus. Mais là, Vortex, la série me hante, vraiment. Je suis très content pour le service public. Et j'espère, d'ailleurs David, je t'invite à essayer de la regarder, à la tester, parce que... Je l'aurais vu pour le prochain podcast. Eh ben tiens, avec grand plaisir. Je vous fais le pitch rapidement quand même pour vous donner envie, parce que je trouve ça assez fou. Pour te dire, sans vous spoiler. J'ai entendu Thomas Sisley, je vais y arriver. Thomas Sisley en parler, j'ai pas compris. Donc il va falloir que tu sois compréhensif. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Compréhensible. Je vais essayer d'être clair. Le début de la série, ça se passe le 19 juillet 1998. On est juste après la finale de la Coupe du Monde, première victoire de l'équipe de France, etc., etc. Thomas Sisley est policier, flic, et sa femme est juge d'instruction. J'espère que jusque-là, c'est très clair. Normalement, ça devrait. Il est flic, elle est juge, et un matin, elle va faire son jogging. Elle lui dit, viens avec moi, courir, comme ils ont l'habitude de courir ensemble le matin. C'est 7h du matin, elle dit, non, je suis fatigué, on a un bébé de 11 mois, je préfère m'en occuper. Sa femme part courir. 2 heures plus tard, ça toque à la porte, c'est son meilleur ami, son collègue policier qui lui annonce qu'elle a été retrouvée morte en bas d'une falaise. La série se passe en Bretagne, elle est tombée de la falaise, elle est morte. C'est un accident. Ça s'arrête là. Et là, la série nous emmène directement en 2025. C'est important de le noter, c'est pas en 2022 ou 2023, mais en 2025. Donc on est 27 ans après. Thomas Sisley est toujours flic, sauf qu'il a 52 ans dans la série, il en a 48 dans la vie, c'est un petit peu vieilli. Et pourquoi c'est en 2025 ? Parce qu'en fait, il est policier, mais la police a des techniques un tout petit peu plus avancées que les nôtres maintenant, au point que c'est certes de la science-fiction, parce que c'est pas le cas maintenant, mais c'est pas complètement déconnant. C'est presque de l'anticipation. C'est de l'anticipation plus, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a une scène de crime, il y a plusieurs drones qui viennent et qui filment la scène de crime, c'est-à-dire au moment où les policiers vont découvrir le corps, il y a des drones qui filment, et ça permet de modéliser cette scène de crime pour que dans une grande pièce, on va dire dans les locaux de la police, le policier puisse mettre des lunettes de réalité virtuelle et revoit cette scène, c'est-à-dire revoit où était placé le corps, revoit s'il n'y avait pas des inscriptions sur un rocher, si dans le sable il n'y avait pas un détail qu'ils auraient manqué. Ça permet aux policiers de revoir la scène de crime en fait. Alors attention, c'est pas de voir qui a tué qui. Bah oui. C'est juste les drones modélisent ce qu'ils voient en direct. D'accord. Et comme ça, en réalité virtuelle, en 3D, cette espèce d'immense salle vide, ils marchent avec des lunettes en VR, et comme ça, ça leur permet de revoir des détails. Et là, Thomas Sisley va intervenir sur un meurtre qui a eu lieu en bas de la falaise où sa femme est morte 27 ans plus tôt. Donc, évidemment, il est troublé par tout ça, et comme à chaque fois après un crime, il va dans la salle mettre ses lunettes pour voir ce qui se passe. Il voit effectivement des détails qu'il n'avait pas vus, qu'il y avait un cœur sur la plage avec des initiales, ce qu'il n'avait pas forcément vu le premier coup, donc il note ça. Et là, il voit que la matrice bug. Il appelle la collègue en charge de la VR, il lui dit c'est normal, je t'avais prévenu, il était chargé qu'à 98%, c'est buggé. Fallait attendre 100%, fallait attendre 5 minutes. Il dit c'est pas grave, je continue de travailler comme ça, et là tout à coup, il aperçoit sa femme en train de courir sur cette scène. Ce qui est absolument impossible puisqu'elle est morte 27 ans plus tôt. Et il pense qu'il a une hallucination. Et il va interpeller sa femme en lui disant « Mais c'est toi ?» Et là, elle se retourne, et chose folle, c'est qu'elle le voit. Et en fait, il se rend compte que dans cette salle de réalité virtuelle, il peut discuter avec sa femme 1 semaine avant sa mort.
Et il va lui expliquer, il va lui dire, écoute, au début, voilà, c'est compliqué parce qu'elle le croit pas, mais assez vite, elle le croit, elle comprend. Il va lui dire, écoute, ce soir, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. Thuram va marquer 2 buts, ce qui est complètement improbable vu que c'est un défenseur. Tu vas aller à telle soirée, moi, je vais renverser le verre de vin, nanana. Elle voit que ce qui se passe, c'est vrai, elle se rend compte que c'est vrai. Et en fait, ils se donnent rendez-vous tous les soirs à 23h. Lui, il retourne dans le bureau de police, il met les lunettes, il discute avec sa femme. Mais du coup, à ce moment-là, Et là, sans trop en dévoiler, on sait pas si c'est vrai ou... Ça peut toujours être une hallucination, peut-être. ça peut toujours être une hallucination, mais il va dire à sa femme, écoute, il y a un moyen de savoir si ça déconne ou pas. Le 9 juillet, t'es allé voir la demi-finale de la Coupe du Monde chez notre pote, j'ai une photo à la maison. N'y va pas, et on va voir si, comme dans Retour vers le futur, ça t'efface de la photo. Et du coup, sa copine n'y voit pas, il se rend compte que elle disparaît de la photo, et là, il se rend compte que c'est pas une hallucination. D'accord. Et il va dire à sa femme, écoute, tu vas mourir dans 1 semaine, il faut qu'on trouve une solution pour pas que tu tombes de la falaise en courant, donc ce que tu fais, tu prends des billets de train, tu te barres très loin de la Bretagne, et comme ça, tu meurs pas. Elle va acheter des billets de train, et là, sur le dossier de la mort de sa femme, on se rend compte que c'est juste la date qui change, elle meurt plus le 19, elle meurt le 17. Donc on se rend compte très vite que sa femme n'est pas tombée de la falaise, mais elle a été assassinée. Et là, et c'est là où la série prend tout son sens, je trouve, et où c'est passionnant, c'est qu'en fait, Thomas Sisley est pris dans un immense, on va dire, paradoxe et dilemme psychologique. C'est que, comme sa femme est morte, il s'est marié avec une autre femme et il a eu un enfant. Et là, il dit à sa femme, le problème, c'est que si tu meurs pas, moi, je rencontre pas ma nouvelle femme, donc mon fils disparaît. Je veux pas que mon fils disparaisse, mais en même temps, je veux pas que tu meurs. Bah oui. Et on voit pas seulement Thomas Sisley, c'est-à-dire que la série est coupée en deux, on voit Thomas Sisley en 2025 qui essaye de résoudre le meurtre, et en même temps, on suit son épouse en 98 qui essaye, elle, de son côté, de rompre avec Thomas Sisley, comme ça, elle dit, si je le quitte, bah lui, il pourra se remettre en couple. Oui, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et il se rend compte qu'en fait, en faisant un tout petit changement, comme elle n'est pas allée à la demi-finale de la Coupe du Monde, leurs 2 meilleurs amis ne se sont pas rencontrés, leurs enfants ont disparu, et il y a ce fameux phénomène d'effet papillon qui fait que, bah pourquoi, son chef qui était un homme devient une femme, son collègue qui était marié devient un garçon qui s'égare un peu. Tu nous en dis pas trop. Ah là. non, là, c'est vraiment l'épisode 1, la première moitié de l'épisode 1. Ah oui, que je vous d'accord. dis. Voilà. Ok. Là, j'en ai vu beaucoup plus. Non, vraiment, D'accord. je me garde, effectivement, ça vous raconte une bonne partie de l'épisode 1, mais pas plus. Vraiment, Ok. j'insiste là-dessus, et je m'arrêterai là juste pour vous dire que c'est super bien filmé, c'est très prenant, le dilemme psychologique est assez dingue, parce que vraiment, de se dire, mais alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'empêche ma femme de mourir, mais du coup, ça va tuer mon fils? Mais d'un autre côté, c'est hyper bien pensé. Moi, j'en ai vu 3 épisodes jusqu'à présent, et j'ai vraiment été charmé. Là, je pense qu'après l'émission, je vais aller regarder le 4e avant d'aller me coucher. Et j'essaye de me retenir parce que vraiment, quand j'ai commencé lundi, je voulais regarder les 6. Mais je trouve qu'on apprécie plus une série en prenant son temps. Donc Encore une fois, peut-être aller en discuter sur les réseaux pendant qu'ils Ouais, sont voilà, diffusés ouais, sur ouais. France 2. Exactement. Donc, on n'a pas prévu de coup de cœur dans cette nouvelle formule de Critflix, mais moi, c'est mon méga coup de cœur. Mais bah, tant vraiment, mieux. j'avais pas regardé très peu de séries en 2022, mais alors celle-là, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Donc, je vous la conseille, c'est Vortex. Je suis pas un grand fan de Thomas Sisley, pourtant, de base, hein, je vous le dis, j'aime bien les BD Largo Winch, mais j'ai jamais regardé les films parce que lui, il arrivait pas à me convaincre. Mais là, le casting est top, c'est des acteurs qu'on connaît pas trop, d'ailleurs. D'ailleurs, Thomas Sisley qui a eu énormément de succès avec la série qu'il avait eue sur TF1. Oui. C'était son prénom d'ailleurs dans la série, mais je ne reviens pas dessus. Non, c'est pas Alex Hugo. Balthazar. Balthazar, voilà, ouais. Voilà, donc Ouais, finalement ouais. il revient sur France 2, donc il ramène déjà les fans de Balthazar, Ouais. parce que lui avait vraiment coupé à la saison 6, je crois, donc ça faisait quand même 6-7 ans qu'existait cette série, et là il débarque sur France 2, donc il ramène les fans de TF1 sur France 2, avec une série SF, c'est vraiment très très... Enfin, c'est un gros coup, un gros pari hein, quand même pour France Télévisions. Ouais, et ce qu'il y a, c'est que c'est un carton, et sur toutes les cibles, et moi je l'ai constaté assez curieusement, je peux dire son âge, j'ai ma marraine qui a passé 70 ans, et qui a adoré, elle a dévoré les 2 premiers épisodes, alors elle verra la suite lundi, parce qu'elle n'a pas les plateformes, etc., mais elle a adoré, et visiblement les audiences sur la plateforme France.tv, c'est toutes les générations, D'accord. des ados jusqu'aux seniors qui adorent cette série, et je comprends, j'ai été happé, mais quand je vous dis happé, c'est que je n'ai jamais eu l'envie de regarder mon portable pendant le truc, et j'étais dans une bulle avec les personnages de cette série, et là à vous en parler, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir la suite. Zoé Isabelle Lévy, 45 ans. Y'a quoi, Ludo? Sur cette plage qu'on a retrouvé sa femme. Tu déconnes? Zone B. Je suis retourné dans la salle VR pour Zoé Lévy. J'ai vu Mélanie.
vivante. On est en 2025. 98. Je vais vraiment mourir là? On peut peut-être empêcher ça. C'était pas un accident. Donc le même tueur à 27 ans d'écart. Faut que tu me retrouves, papa. Si tu survis, je risque de perdre ma femme et mon fils. Tu vas me laisser mourir? Vortex, la série événement. À partir du lundi 2 janvier sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Donc rapidement, je vais vous parler de son concurrent du coup, Année Zéro, sur M6. Là, j'ai regardé 2 épisodes, parce qu'il y en aura que 4. Ah oui, d'accord. Et les 2 sont passés mardi soir, je les ai vus en replay. Et les prochains J'ai vu le premier hier soir et le deuxième cet après-midi, donc c'est encore frais dans ma tête. Et les prochains mardi prochain. Donc mardi 10. Mardi 10. Alors là, par contre, on va pas se mentir, l'audience, 1,7 million de téléspectateurs. Ouch. C'est une série qui a coûté très cher à M6. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est mérité. Ah. C'est une série sympathique, mais c'est beaucoup moins bien que Vortex. Et en plus, les voir en même temps. Ah c'est pas une bonne idée. Je pense que je l'aurais peut-être plus apprécié. Surtout que j'ai regardé le premier et le deuxième de Vortex. Puis le premier et le deuxième d'Année Zéro. Et là, j'ai attaqué avec le troisième de Vortex. Forcément. Le pitch, je vous le fais rapidement. Il est très simple. On est le soir du 31 décembre 2023. Claire Kame, qui est la personnage principale de la série, est psychiatre dans un hôpital. Et le soir du 31 décembre, son mari, chirurgien cardiaque, va être tué. Elle va se rendre sur le lieu du crime avec Marc Rizzo, qui joue son meilleur ami, qui est brancardier dans cet hôpital, et Emily Dequesne, qui elle joue un policier. Ils vont se rendre sur les lieux du crime, ils vont découvrir qu'il a été tué, et juste avant, il a laissé un message à sa femme en disant « J'ai découvert qui assassinait des patients dans l'hôpital ». Ils repartent tous les 3 dans l'ascenseur, et au moment de l'ascenseur, il y a une sorte de gros éclair, panne de courant. Ils arrivent en bas, ils voient tous les gens fêter le Nouvel An, mais ils disent « Mais pourquoi ils fêtent le Nouvel An? Il y a eu un meurtre ». Et là, en fait, ils voient « Bonne année 2023 ». Ils sont retrouvés 1 an plus tôt. Ils se retrouvent téléportés le 1er janvier 2023, tous les 3 seulement. Et les autres, ils savent pas pour eux, voilà, ils vont revivre l'année 2023. Et du coup, ils vont se rendre compte qu'il y a effectivement des meurtres dans l'hôpital, et leur but, ça va être de résoudre ces meurtres, mais avant qu'ils arrivent. Pas d'empêcher qu'ils aient lieu, mais de trouver qui les a tués, puisqu'au final, il y a quelqu'un qui a tué des patients plusieurs fois dans l'année, et qui a fini par tuer le chirurgien. Alors, là où c'est intéressant, c'est que oui, le pitch est assez sympa, par contre, le scénario, il est vachement bancal. Ça reste une enquête policière, finalement. En fait, ils reviennent en 2023. Il faut savoir que le personnage d'Emily Dequesne ne veut pas revenir en 2024, puisque son mari est mort d'une crise cardiaque le 2 janvier 2023. Donc elle va arriver à le sauver dès le premier épisode. Claire Kame, elle, comme son mari est mort le 31 décembre, elle se dit c'est l'occasion de le sauver. Et Marc Rizzo, lui, par contre, et c'est là, en fait, c'est un des trucs, un des pitchs un peu plus gonflants, on va dire, de la série, c'est que lui, il a demandé sa femme en mariage le 31 décembre 2023, et sa femme, il ne va la rencontrer que le 14 février 2023. Elle sera victime d'un accident de la route, alors que lui est brancardier, et elle va tomber amoureuse de lui à ce moment-là. Et là, on tombe dans une intrigue un peu nulle, moi je trouve, parce que on n'arrête pas de dire dans la série, mais fais pas ça. Là où Vortex se sert de Retour vers le futur et des films sur les failles spatio-temporelles pour... il sait, Thomas Sisley, que tout ce qu'il va faire va porter à conséquence. Et en fait, nous, on le sait aussi, parce qu'on a tous vu Retour vers le futur, on a tous vu ce genre de film. Et là, lui, il se dit, je peux pas attendre 1 mois et demi avant de sortir avec ma copine, je vais aller la voir maintenant. Et alors, on n'arrête pas de lui dire, mais fais pas ça, fais pas ça. Et donc, il y va, puis il fait genre, bonjour, ça vous dit que je vous invite dans tel resto, j'écoute telle musique, je vais voir tel film au cinéma, puis elle lui dit, mais attendez, mais vous êtes super chelou, en fait, vous m'avez espionné et tout. Bah oui, forcément. Forcément, quoi. Et lui, après, il se morfond, il la harcèle encore plus, il dit, je viens du futur, mais je t'aime, tu vas m'épouser. Donc ça, c'est vraiment tiré par les cheveux. Ce qui est un peu bizarre aussi, c'est qu'il y a des ellipses. Parce que forcément, ils ont 1 an pour résoudre le meurtre. Et donc en fait, on voit, dans le premier épisode, on voit 1er, 2, 3, 4 janvier. Puis après, deuxième épisode, ça saute à la Saint-Valentin. Et du coup, on se dit, alors ok, ils ont vécu 3 semaines dans le passé, sans qu'on sache vraiment ce qui va se passer. Claire Kame, elle a une aventure en 2023. Là, elle se dit, il faut pas que je tombe dans les bras du mec. Et elle tombe quand même dans les bras du mec. Donc c'est un peu plus... c'est beaucoup... Je trouve que c'est beaucoup moins fin. Il y a que 4 épisodes. J'ai envie de savoir comment ça se termine, donc je vais regarder l'épisode 3 et 4, mais je suis beaucoup moins convaincu. Donc c'est une chronique assez longue sur une news télé, j'avoue, je suis désolé, mais
Si j'avais pas regardé les épisodes, je vous aurais dit le pitch de Vortex, le pitch d'Année Zéro et les audiences. Mais là, je peux vous donner expertise, c'est pas le mot parce que ce serait vachement vantard, mais mon avis, du moins, et vous dire que vraiment Vortex, il faut que vous regardiez cette série. Elle est sur MyCanal, bien sûr, elle est sur France.tv et elle est à la télé sur France 2. Et c'est vraiment, vraiment génial. Et Année Zéro, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, j'ai vu que les critiques étaient pas très bonnes sur les réseaux sociaux et dans les magazines télé où les journalistes spécialisés en séries ont pas trouvé ça terrible. Mais Vortex, foncez. Ce qui est bien avec la SF en France, la science-fiction et l'anticipation en France, c'est que la plupart du temps, ils arrivent quand même à se débrouiller pour, on va dire, avec un rapport budget équilibré, à faire surtout de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'américain grandiloquent qui va essayer de faire de l'effet spécial juste pour faire des effets spéciaux et du coup se retrouver parfois avec des trucs un peu cheap. Là, dans Vortex, de ce que j'en ai vu, du budget qu'ils ont, vu qu'ils jouent vraiment sur le relationnel en fait entre les personnages sur un fond d'anticipation SF, on n'a pas ce côté un peu cheap. Et donc du coup on utilise très bien les thématiques et les mécaniques en fait de la science-fiction et du voyage dans le temps, mais on n'a pas ce côté un peu cheapos avec plein d'effets partout quoi. Et puis les effets spéciaux sont très corrects parce qu'il n'y en a pas besoin d'en avoir de tous les côtés. La salle de réalité virtuelle, elle est assez crédible, vraiment. Et puis après, ils ont très bien refait 1998 et ça c'est cool parce que franchement, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que j'en avais parlé dans Critiflix, mais du téléfilm sur Grégory Le Marchal qui est sorti en 2021 je crois, où on était censé le revoir avant de rentrer à la Starac et genre on le voyait passer dans des rayons CD et DVD où il y avait que des films de 2020 dans le c'était super mal documenté quoi, ils avaient pas fait gaffe. Là 98 on y croirait vraiment jusqu'aux petits détails des paquets d'emballage dans les placards qui sont des paquets d'emballage de ces années-là de 98 et d'ailleurs la com de France 2 était assez incroyable, c'est que toute la journée lundi ils ont fait faussement bugger leur programme. Et par moment, le logo de France 2 disparaissait, c'est le logo de France 2 de 98 qui était mis à la place. Génial. Et ils ont fait ça pendant les maternelles, pas pendant Amour, Gloire et Beauté, puisque vous savez que ça a changé de chaîne le 2 janvier, mais ils ont fait ça toute la journée. Vraiment, le téléspectateur a cru que ça buguait, alors que ça buguait absolument pas, mais ils changeaient le logo vraiment volontairement, avec marqué en bas juste Vortex. Et ça, c'était une com géniale. Et vraiment, si au moins David, toi tu le vois, j'aurais pas perdu mon temps avec cette chronique. Tous nos auditeurs vont le voir, les centaines d'écoutes que l'on fait par jour. Regardez Vortex. Regardez Vortex et France 2, si vous nous écoutez, n'oubliez pas qu'on vous fait de la com. Exactement. On va finir cette émission, parce que, bon voilà, elles sont peut-être plus fréquentes, mais en tout cas, elles ne sont pas plus courtes. Pour l'instant, non, mais on fera mieux les prochaines fois. On va finir surtout avec le point télévision du 8 au 13 janvier. Donc, j'espère que avec beaucoup d'entrain de ma part, je puisse sortir ce podcast le 8 janvier au matin. Vous aurez donc les programmes du 8 au 13 janvier. Tu vas nous faire un petit point sur les films qui vont sortir et je suppose aussi sur le fameux match du dimanche qui va avoir lieu du coup ce soir si vous nous écoutez le jour où ce podcast sort. Alors, comme la dernière fois David, je te demandais quel film tu allais choisir. Alors là, on peut faire un peu pareil, mais surtout j'aimerais bien que on fasse des pronostics. Selon toi, qui va gagner et qui sera en tête des audiences lundi. Et alors attention, le duel du dimanche soir, il est assez fou, puisque TF1 diffuse en prime time un film qui a fait seulement 300 000 entrées au cinéma en France. Wow. Ça a été une catastrophe industrielle en France. Le film n'a pas marché du tout. Ce film, c'est Geostorm. Est-ce que tu as entendu parler de Geostorm? Alors, le nom me dit quelque chose. C'est un film avec Gérard Butler, qui raconte c'est une sorte de méga tempête qui va arriver sur les États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Geostorm, c'est la 2e diffusion à la télé. Il est déjà passé sur TF1, en prime time un dimanche soir. Il est passé le 1er mars 2020 et il a fait 4,6 millions. Wow. 300 000 entrées en salle, 4,6 millions sur TF1. Mais c'est vrai que j'aurais plus de facilité à regarder un film catastrophe à la télévision plutôt que venir le voir au cinéma. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit côté. Je suis sûr que par exemple, le jour d'après, à l'époque où il a été diffusé à la télévision, a dû faire un carton d'audience, parce que c'est vrai que ce genre de film... Mais c'est marrant, parce que Gérard Butler, c'est pas lui qui était dans Greenland. Dans Greenland, qui était sorti à la fin du confinement. Ouais, et qui a fait un carton sur TF1 l'été dernier. Voilà. Et là, 4-6 millions, c'est incroyable. Moi, j'ai regardé la bande-annonce de Geostorm Made in TF1, parce que TF1 refait des bandes annonces, et j'ai trouvé les effets spéciaux dégueulasses. Mais vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce qui me fait un peu peur, c'est que tous les programmes télé lui ont mis des têtes qui font la gueule en disant c'est vraiment pas bien, mais ils ont fait 4,6 millions il y a 3 ans. Les gens ils vont pas s'en priver. Un des plus gros cartons de TF1 ces dernières années, c'est San Andreas avec Dwayne Johnson sur le tremblement de terre. Ils le diffusent une fois tous les 2 ans, ils font 4-5 millions à chaque fois. C'est fou. Donc là, Geostorm, ça leur coûte rien.
parce que comme ils payent un film au prorata du nombre d'entrées qu'il fait en salle pour la diffusion à la télé. Oui, exact. Et là, c'est la deuxième diffusion, donc c'est divisé par... Enfin, je sais pas, je vous dis des choses, je suis pas assez précis, mais voilà. Donc ça va rien coûter à la chaîne. Et peut-être un miracle d'audience. Et le duel, alors là, pour le coup, il est intéressant parce que c'est pas du tout le même type de film. Sur France 2, ce sera un inédit, ce sera Police d'Anne Fontaine avec Omar Sy et Virginie Efira. Donc là, pour le coup, moi je l'avais pas vu. Il a un avantage, c'est qu'il est assez court, je crois qu'il fait 1h25 pour un dimanche soir, voilà. Et, on m'a dit tout et son contraire. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. Alors, moi je l'ai pas vu, mais je sais pas pourquoi, je me demande si je vais pas bugger quand même sur TF1, je veux voir ce que c'est que ce machin, avec Gérard Butler et une tornade, pour qu'il y ait presque 5 millions de gens qui le regardent, c'est quand même fou. Et vous dire très brièvement que sur les autres chaînes, il y aura au cinéma, il y aura l'affaire Pélican avec Denzel Washington sur Arte, La Vache et le Prisonnier Fernandel sur C8, La Vérité si je mens sur W9, Momo avec Christian Clavier qui est sorti il y a 3-4 ans sur TFX, Magic Mike XXL sur TF1 série film. Ouais. Donc sur une chaîne du groupe TF1 en prime time, ça peut être un peu surprenant, et Divergente sur Sister. D'accord. Donc, et là vraiment, c'est le deuxième duel de l'année, c'est le premier dont on parle, et moi j'ai du mal à pronostiquer. Selon toi, est-ce que Geostorm ou Police sera devant? Non, ce sera Geostorm, je pense. Je mise sur un... Allez, on va se le noter sur une feuille et on verra si on a eu raison. Je vote pour un 3,5 pour Geostorm et un 2,4 pour Police. Alors, il me semble avoir vu Police. Il me semble, parce que je me souviens plus que de la scène de fin. Et je me rappelle ne pas avoir aimé le film. Donc voilà, si j'ai mon dimanche... non, j'ai pas mon dimanche. Si j'ai l'occasion de pouvoir y jeter un coup d'œil via Molotov ou quoi, je pense que j'irai quand même regarder Geostorm par curiosité, même si je suis pas du tout film catastrophe. Mais dans tous les cas, oui, je pense que Geostorm va marcher sur tout le monde. Je pense qu'il va marcher aussi. Alors, il y a toujours moins pour une deuxième diffusion, mais tu vois, j'aurais misé par là. J'aurais dit 3,6 ou 3,7, moi. Mais Police, je me dis, ça peut être une bonne surprise parce que les Français adorent les films policiers, adorent les polars, et Omar Sy et Virginie Efira sont vachement bankable à la télé. Donc, je pense que ça va être plus serré, mais c'est pas impossible que ce bon vieux Gérard Butler avec sa tornade fasse des miracles. Alors, rapidement, lundi, il y a Qui m'aime me suivre sur France 3. France 3 fait un film en prime time tous les lundis. Bon, ça, c'est pas spécialement marquant. Mais surtout, le lundi, avant, il y avait un duel à 3. Je sais pas comment on dit. Une truelle, peut-être. C'est-à-dire que le lundi, vous aviez les trois plus grosses chaînes de la TNT, C8, W9 et TMC, qui se faisaient un duel à 3 sur des blockbusters. C'était le duel du lundi, en plus du duel du dimanche. Sauf que le dimanche, vous avez des fois des films français. Le lundi, c'était 100% blockbuster. Et là, depuis le mois de janvier, C8 a décidé d'enlever son blockbuster pour à la place passer Magellan. Commissaire Magellan, une vieille série de France 3. Ouais, surtout que Mongeville a énormément de succès sur C8. Mongeville a un énorme succès le mercredi soir. Et là, pour la première diffusion de Magellan, bim, le million de téléspectateurs, ça cartonne. Donc ils ont enlevé leur blockbuster. Donc pour le coup, le duel n'est plus qu'un duel. Mais il y a quand même un duel de blockbuster lundi soir entre W9 et TMC. Donc là, tu peux choisir soit Bad Boys 2 sur W9, soit Star Wars 3 sur TMC. Ah bah oui, c'est vrai qu'il passe la saga Star Wars. On est dans la saga, tout à fait. Tout à fait. Si vous avez écouté nos anciens podcasts, on vous avait déjà parlé de l'épisode 1 et 2, et d'ailleurs le 3 qui doit être relativement long aussi. Attention, encore une fois, TMC, malheureusement, on a Quotidien juste avant, une très bonne émission, je ne juge pas, mais qui finit très tard, donc ça vous fait finir très tard votre film. Donc moi je vais miser sur Bad Boys 2. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Mardi, ce sera la première diffusion en prime time de Sonic, le film. Super. Sur TFX. TFX Ouais, TFX, c'est la chaîne numéro 11, donc chaîne du groupe TF1. On rappelle, pour l'instant, il a été diffusé qu'une seule fois. On vous l'avait annoncé sur Critflix. C'était le lundi de Pâques, lundi après-midi sur TF1. Ils avaient fait un inédit. C'était assez curieux d'ailleurs, en après-midi. Inédit en après-midi. Ils avaient enchaîné Sonic avec Détective Pikachu. Qui était lui à sa 3e diffusion, et ça avait cartonné, d'ailleurs il a encore bien marché Détective Pikachu à Noël, ça marche bien ce genre de film en journée. L'année d'avant ils avaient fait le fameux coup de Jumanji à 20h45 et Jumanji le lendemain face à Aladdin sur M6, donc là c'est la première fois qu'il va passer en prime, un mardi évidemment, puisque les mercredis souvent les enfants n'ont pas école, et le seul film qui sera en face un peu important, ce sera sur Energy 12, ce sera Safari avec Cadmerade. Vous savez que M6 n'a pas de case cinéma sur sa grille, c'est ça qui est un peu particulier. TF1 et France 2, c'est toujours le dimanche, et puis de temps en temps, vous avez le mardi, de temps en temps sur TF1, le jeudi, de temps en temps sur France 2. M6, il n'y en a pas, et c'est une volonté de la chaîne, que ce soit un événement à chaque fois qu'il y a un film. Ils l'ont fait la dernière fois, c'était avec Top Gun en décembre, avec Top Gun 1
puis une grande soirée documentaire sur Tom Cruise. Ça a été un énorme carton quand ils l'ont fait autour de Bohemian Rhapsody en décembre 2021. Et là, du coup, ils font une soirée spéciale, encore une fois, autour du cinéma, jeudi. Et c'est assez rare, parce que d'habitude, quand M6 le fait, c'est plutôt le mardi, et là, c'est le jeudi. Donc ce sera ce jeudi 12... ce sera ce jeudi 12 janvier. Et moi, je suis super content que ces films soient mis en avant, mais c'est pas forcément hyper grand public. Ils font une grande soirée autour du film Glass de Night Shyamalan sur M6. Très bien. Et qui sera Glass en première partie de soirée, suivi d'Incassable. Et ils font un gros thème, du coup, autour de ces films-là. Alors, à voir si ça sera suivi d'audience. Il n'y a pas Split. Il n'y a pas Split parce que ça avait été un temps évoqué, mais ça faisait diffuser très tard dans la nuit Split. Mais il y a Glass, suivi d'Incassable, jeudi soir. À voir ce que ça peut faire. Après, il vaut mieux avoir vu, il vaut mieux faire Glass Incassable que Glass Split. Oui, bien sûr. Surtout que Split, en plus, est plus violent que les deux autres. Et j'ose imaginer qu'il l'avait passé en prime time, il y aurait eu des problèmes de diffusion. Donc, je salue l'audace d'M6. Hein. Oui. Franchement, Glass, bravo Glass c'est cool. Il y aura en face quand même de la concurrence avec toujours sur TFX Matrix et sur TF1 série film aussi du groupe TF1 Ocean's 11. Donc il y aura une concurrence TF1 on va dire a mis 2 blockbusters Ocean's 11 et Matrix pour contrer Glass, donc à voir ce que ça peut donner. Mais ce jour-là, j'attire votre attention aussi sur Canal+, qui va diffuser pour la première fois un film qui s'appelle On the Line. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ah non, je confonds avec le film sur le mec qui escaladait des... Non, là c'est pas de l'escalade du tout, c'est un film qui est sorti en salle aux États-Unis et qui est pas sorti en salle en France. Et Canal a racheté les droits. D'accord. Et c'est un Canal+ première, et ce film, c'est un film avec Mel Gibson, qui a le rôle principal. Il est animateur radio. D'accord. Et pendant une séance, on va dire, les auditeurs à la parole, entre guillemets, ou de libre antenne, eh bien, un de ces auditeurs va faire une prise d'otage en direct à la radio. D'accord. Et lui va essayer de l'autre côté de sa radio, avec la police évidemment, on imagine, de le calmer et de résoudre ça. Et la critique les critiques sont plutôt bonnes. Donc, il n'a pas trouvé son public en France, puisqu'il n'est pas sorti tout simplement au cinéma. Sûr. Mais c'est un Canal+ première, hein, leur fameux... Ça sort quand, ça ? Et ça, c'est jeudi soir aussi. Ok. Donc jeudi, il y a Glass et il y a On the Line sur Canal. Et puis on va terminer, je pense que je vous l'annoncerai aussi toutes les semaines. Comme il y a le duel du dimanche soir sur TF1 France 2, bien vous savez, il y a aussi un autre incontournable de la télé, c'est le blockbuster du vendredi soir sur Canal+, qui ça veut non seulement dire que vous pouvez voir ce blockbuster à la télé en linéaire, mais ça veut surtout dire que dès le lendemain matin, il est disponible en replay sur MyCanal, et le tout premier blockbuster de l'année sur Canal, ils y vont fort, hein, c'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Forcément. Donc je pense que ils y vont pas avec le dos de la cuillère, et que ça devrait faire le million. Une bonne audience. Et alors en replay, on le sait, hein, quand on sait que Black Widow et Shang-Chi ont cartonné, alors Spider-Man ça a été bien au-dessus, mais je pense que là il y a un potentiel encore bien plus gros que Black Widow et Shang-Chi. Et c'est tout pour moi, pour cette chronique télé. Eh ben écoute, merci beaucoup, franchement je suis déjà hâte de faire la prochaine. Franchement j'étais à fond, et c'est trop bien, non franchement j'adore. En tout cas j'espère que vous avez chopé les infos, écoutez, on va essayer de vous faire peut-être un petit résumé écrit de ce qui se passera dans la semaine au niveau des programmes. On va essayer de se mettre un petit peu au courant. Là, on revient avant la fin de l'émission, donc pour vous dire que la page Critflix va très légèrement changer pour justement tendre vers de l'actualité, vers de la télévision, essayer de vous parler des sujets de fond. Déjà sur la page Instagram, sur la page Twitter aussi, nous rejoindre pour discuter avec nous de tout ça. Mais on a vraiment cette envie pour 2023 de vous proposer un rendez-vous régulier qui vous parle de choses concrètes, que ce soit à la télévision, au cinéma ou sur les plateformes. Essayer de vous proposer des choses. On n'aura pas forcément les mêmes informations que des vrais journalistes, mais on essaiera en tout cas de vous avoir un maximum d'informations, de pouvoir vous guider vers ce qui se passe. Sur les plateformes et sur les autres moyens où vous pouvez voir des films. Alors, la section télé est une section un petit peu à part où on vous parle un petit peu de tout. Le reste de Critflix restera essentiellement du cinéma, que ce soit sur grand écran, sur plateforme ou à la télévision. Mais voilà, dites-nous vraiment ce que vous en pensez, c'est hyper important de nous dire si vous aimez cette nouvelle version de Critflix. En tout cas, nous, on prend énormément de plaisir à la faire. Ça, c'est clair. Donc on espère que ça vous plaît. On a hâte de vous rejoindre. Donc ce podcast sortira le dimanche 8, si vous êtes en train de l'écouter. J'espère que c'est le dimanche 8 janvier. Le prochain sortira du coup le dimanche d'après, le dimanche 15.
Et du coup, comme on est le 8 janvier, on vous souhaite une bonne fête de l'épiphanie et de bien manger de la galette des rois, n'est-ce pas ? Exactement, voilà. Et si vous l'écoutez en différé, bah, n'hésitez pas à encore manger de la galette des rois, parce que de toute façon, il en reste encore, à mon avis, beaucoup dans les magasins. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça sortira en podcast, ça sortira sur YouTube. Vous aurez l'occasion de trouver les liens sur le Linktree de Critflix, sur notre page Instagram, sur le Discord, partout. Voilà, bah écoutez, c'était cette première émission de 2023. Merci beaucoup, David, c'était vraiment génial. Merci à toi. Franchement, c'était top. Vivement la prochaine. Et vivement la prochaine. On va essayer de faire un minimum de coupes pour que vous ayez l'intégralité de l'émission. Et puis voilà, on vous remercie et à très bientôt, sûrement à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée à tous.